Et bonsoir à tous. Salut Marcel. Tu vas bien Loulou? Ça va très bien, bienvenue sur l'After Produit saison 2 épisode 3. Exactement. C'est beau. Fin d'année. C'est pour ça que petit pull de Noël, l'occasion quand même. Oui, très joli, il faisait du bruit tout à l'heure. Il faisait du bruit mais là, et toi, c'est plutôt doux je trouve ici. Les gens, c'est des pectoraux. Des beaux pectoraux. Beaucoup musclés en 2021. Et du coup, on est quand même ravis de vous revoir quand même pour cette dernière émission de l'année 2021. Ouais. Et prêt pour une très belle émission. On a de très beaux guests aujourd'hui qui ont des très jolis pulls également, qui sont également joués de jeu. Bonjour Renaud. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Très clair, ok. Très détendu, très détendu. Non, ça va très bien, je suis super content d'être là. J'ai mis mon plus beau pull, donc Ça n'a rien à voir avec Noël. rien à voir. On est d'accord. Le mec est mon plus beau C'est un peu hiver. C'est ça. C'est le plus beau pull. Ça fait Un peu spirit. Ouais. Et du coup, Et toi Benoît, comment ça va? Mais ça va très bien. Je suis ravi d'être là, ravi d'être avec vous et ravi d'être avec toi. Ah, c'est beau. Je sais qu'on s'était vu il y a quelques mois, je sais pas si certains s'en rappellent, au Choc des Titans, et en fait c'est né de là, cette idée de vous faire intervenir tous les deux ensemble, parce que finalement vous connaissiez d'un monde d'avant, et donc justement on va en parler un petit peu ce soir. Et bah avec grand plaisir. Tout à fait. Et donc joyeux anniversaire aussi à notre CEO, notre cher CEO Thibaut qui est né un 1er décembre, donc félicitations, joyeux anniversaire, kiffe bien ta soirée. Alors j'en profite du coup, mon papa aussi le 1er décembre, donc joyeux anniversaire papa, je sais que tu regardes pas. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai? Il le sait. Ok, Moi, c'est ma soeur demain. Donc on peut faire un big up à tout le monde. Voilà. Oui, Et toutes les est-ce personnes que- nées le 1er décembre, Est-ce que tu as quelqu'un? Non, mais on a deux autres collègues que notre CEO, il n'y a pas que lui dans la. Ben non, il y a Chloé et Chloé, du coup, qui sont Exactement. aussi nés le 1er décembre. Exactement. Et sinon, on est en partenariat avec Scribe, donc vous allez avoir une petite rubrique qui va vous présenter un nouvel outil, donc Scribe. Ouais. Et comme ça, vous allez en savoir un petit peu plus tout à l'heure, tout simplement. Et si on démarrait par un petit icebreaker? Et ben, on va commencer par le tac au tac. Jingle. C'est le moment Et c'est le moment gênant. où on donne une ardoise. On va donner une ardoise qui sort. Oh, magie, effets spéciaux. Hop. Merci. Est-ce que tu peux le garder, s'il te plaît, Renaud? Oui. Parce qu'on n'a qu'une ardoise, problème de budget. Toi qui Voilà, Ouais, c'est c'est les coupes budgétaires de fin d'année. est responsable de l'ardoise. Du coup, est-ce que vous connaissez le tac au tac? Non. Alors, ok, le principe est simple. Le truc grattage du tirage Non plus. La réponse au tac au tac. C'est exactement, c'est du tac au tac. On vous pose une question, vous répondez, et donc en fait le but c'est justement de savoir est-ce que vous vous connaissez un petit peu. Donc c'est un peu le principe des amours. Ok. Et oui. Parce que vous connaissez normalement un petit peu. Voilà. Alors, je te laisse démarrer parce que du coup c'est Renaud qui a l'ardoise magique. Eh ben, écoute, Renaud, qui a l'ardoise magique, à toi, quel est l'âge de Benoît? C'est vachement dur ça. Ça démarre très bien. Non mais cache. Ouais, bah ok. Le 44 ans. Quel âge as-tu, Benoît? 43, mais 44 dans un mois. Bon, allez, c'est incroyable. Moi, Ouais, je je sais pas sais, répondre à très ces fort. questions. Non, moi non plus. Tu le savais ou c'était vraiment du... À peu près, tu t'es dit par rapport à... Ouais, c'est du Par fou, rapport à à la peu coupe de près. cheveux, Ouais, par rapport à la coupe de cheveux, barbe blanche, je suis dans le programme, je suis sur le chemin moi aussi, donc c'est bon. Ça commence à... Je pense Ça qu'on commence. est, ouais, Ok, 44. très cool. Deuxième question, pardon, deuxième anniversaire, n'importe quoi. Quelle est la feature dont Benoît est le plus fier lorsqu'il a travaillé chez Enablon? Donc c'est la société sur laquelle vous êtes connu en fait. Est-ce qu'il y a une feature... Non mais on va voir. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Au cloud. Non. Alors, C'est quoi alors, c'est- Benoît? C'est une application mobile qui s'appelle Enablon Go et qui était à destination des employés dans les usines pour travailler sur leur sécurité. Pas des chasseurs de Pokémon du coup. Non, mais j'ai pensé à un moment. Je dis pourquoi pas. dans une autre vie. C'est terrible. Et à toi Renaud, quelle est la qualité principale de Benoît? Lorsque tu l'as connu, parce que maintenant peut-être que vous êtes un peu perdu de vue, mais quelle était la qualité principale de Benoît en tant que... C'est le moment où il va être sympa. Non mais cache-le pour que Benoît ne regarde pas, tu vois. Oui, mais Ok, vas-y. Non mais il faut que... Benoît, du coup, quelle était ta qualité principale, selon toi, il y a 10 ans Dans maintenant? l'absolu. la qualité principale. Quelle était? Tu vois, peut-être qu'elle a changé.
Oh, Ah, oh, sais j'en ai pas, pas moi, beaucoup. les gars. Non, un bon manager. Un bon manager. Évidemment. Il n'a pas eu le temps de le voir. Non. C'était drôle. Moi j'ai mis Il drôle. pensait- C'est mignon. Il est gentil. Ah ouais, aux entretiens annuels, bon bah t'es drôle, c'est super. Ouais, Voilà. c'est vrai que Et du coup, Benoît, est-ce que tu peux te présenter? Parce que là, on a vu quelques petites questions par rapport à toi. On a vu que tu as 44 ans, que tu es passé par Enablon. Mais est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? Voilà, mais c'est Qui bon. es-tu? Raconte-nous. On a combien de temps? On a soin. On a à peu près 1h30. Non, en 3-4 phrases. En 3-4 phrases, moi je suis un ingénieur déjà. J'aime bien le mentionner parce que je pense qu'il y a différents types de product Pèse dans managers. la- vrai, c'est vrai. Là, il pose les bases, veut ouais. poser les bases. Non, mais je suis un product manager ingénieur. J'ai beaucoup travaillé dans les startups, j'ai beaucoup codé. Donc je suis aussi un développeur. Je code toujours dès que je peux parce que ça m'amuse toujours. Découvrir de nouvelles choses. J'ai été CTO chez Mytel Paris. J'aime bien aussi le mentionner parce que c'était une expérience assez extraordinaire de travailler avec l'équipe initiale de Mytel Paris. Et j'ai décidé de switcher en 2011 en rejoignant Enablon et Renault pour travailler comme product manager, qui est un métier que je découvrais complètement, qui était pour moi le métier le plus proche d'être entrepreneur, mais avec la sécurité de l'emploi qu'on a dans les entreprises. Ayant pas mal, moi, entrepris et pas mal échoué, en fait, ça m'a permis de voir pourquoi j'y arrivais pas. Je me suis beaucoup formé à tout ce qui est Lean Startup Machine. J'ai fait les premiers week-ends à Paris et je me suis aperçu que, en tant qu'ingénieur, moi, j'aimais pas trop parler aux gens. Et donc, si tu parles pas aux gens, en fait, tu peux pas bien y arriver. Donc, en fait, parler aux gens, faire des prototypes, faire des MVP et éviter tes biais personnels. Et donc, je suis resté 8 ans chez Enablon, quelques mois avec Renault. Et voilà, j'ai beaucoup grandi comme étant un product leader chez Enablon. J'ai rejoint Deezer, je ne sais plus en quelle année, mais il y a 3 ans en gros, pour être le vice-président en charge du produit. Donc, je travaille avec plein d'excellents product managers et head of products. Et voilà, j'ai fait 2 ans chez Deezer et j'ai rejoint Ocus, qui est une plateforme qui aide les entreprises qui ont des besoins gigantesques de photos à trouver ces photos et à faire en sorte que ces photos soient toujours performantes. Et donc voilà, c'est moi. Génial, ça fait une belle carrière dans le produit notamment. On va en Ouais, alors reparler. j'espère qu'elle n'est pas finie. Hein, mais... Il y Ça, a encore de belles le années. truc, ça va dépendre de ce qu'on raconte ce soir, parce que là, ils écoutent, hein, je veux dire. Oui. Et Attention. on me dit dans l'oreillette, est-ce que Renaud, tu pourrais rapprocher un tout petit peu ton micro? Parce que tu es Ouais, de un ouf. tout petit peu loin. Si tu arrives, je sais pas si c'est faisable ou pas, Et oui. sans tout casser. La jolie C'est guirlande tout. est restée. C'est C'est tout. comme l'actualité récente, tu vois, tu le penches un petit peu et tu le mets bien devant toi. Hop, les... Voilà, C'est c'est parfait. T'es magnifique, Renaud. On te dira. Top, merci Benoît. Est-ce que Plaisir. maintenant, Benoît, tu peux donner l'ardoise magique à Benoît? Ah, Et j'ai maintenant, pris des c'est petites toi. notes. Mais tu fais de l'autre côté, Benoît. Non mais c'est pas grave. C'était des notes sur moi-même. Sur toi-même. Bon, nouvelle question, première question. Ouais. C'est un petit peu la même. Quel est l'âge de Renaud? Allez, je vais essayer. Hein. Pas courtois. 44. 38 ans. Ouais, 37. Pardon. Dans 6 mois, Ah, dans 6 mois. ça, Dans 6 mois. C'est très très proche. Deuxième question, pour connaître un peu mieux Renaud. Dans quelle entreprise Renaud a officiellement débuté en tant que product manager? Facile. Oui, mais bon, il y a peut-être une question piège. Ah, En tant que product manager, du coup. c'est la Tu blague. confirmes? Ouais. En 2009. Oh là, ça va faire des choses à raconter. Ouais. C'était 2 ans avant moi. Ouais. 2 ans avant que j'arrive, ouais. Et enfin, Renaud, est-il plutôt un product guy de l'app ou plutôt du desktop? Qu'est-ce qu'il préfère? Ah, Desktop. Non mais c'est marrant parce que effectivement, mais en même temps en 2009 les apps ça existait pas vraiment. Donc Oui, j'ai c'est ça. commencé vachement sur le desktop. J'ai refondu chez Mythic le desktop aussi. Et puis il y a un moment, Vous on avez devient tout un cross-platform en fait et on s'en fout. Mais c'est vrai que j'étais très desktop. Ouais. Est-ce que tu peux du coup également nous présenter un petit peu ton parcours en quelques mots, tout ce que tu as pu faire depuis le début de ta carrière? Ouais, bah moi, je suis pas ingénieur. Non, mais j'ai juste pour le contexte, mais je faisais des études d'économie-gestion à la fac de Nanterre, donc plutôt cool. Et je voulais être contrôleur de gestion. Et au bout d'un an en alternance, je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas ça que je voulais faire. Et j'ai rejoint Microsoft sur un programme de partenariat à destination des startups. Et c'est là où j'ai découvert en vrai le digital.
et les entrepreneurs, et finalement ces capacités infinies et ce truc vraiment magique, qui je pense est le moteur de tous les product managers digitaux. Un truc, voilà, le monde est ouvert et les possibilités sont infinies. J'ai commencé en 2009 en tant que product manager chez Enablon. Je ne savais pas ce que c'était, et on en reparlera, mais des specs sous PowerPoint, l'agilité, je ne connaissais pas, je connaissais rien. Et puis, au bout de 2 ans, je suis passé dans une boîte qui s'appelle Aika, où je suis resté 5 ans, qui faisait de la mise en relation entre des marques et des créatifs. Et après, j'ai rejoint Mythic en tant que product owner sur la partie desktop, puis je suis devenu Head of Platform, puis là, ce que je suis actuellement, Head of Product and Growth, c'est-à-dire responsable à la fois du revenu et de l'expérience utilisateur sur le périmètre Mythic, donc un site de rencontre à destination des célibataires sérieux. Voilà, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu... Ouais, sérieux. Sérieux à la fois dans leur engagement et aussi dans leur type de recherche. Non, mais ce que je trouvais intéressant dans ce que tu racontais, finalement, on a des points de contact et de trucs qui nous animent, les startups, l'innovation, et aussi ce fait d'avoir découvert et appris sur le tas. Et je pense qu'en 2009 et même peut-être maintenant aussi, on apprend beaucoup sur le tas, et c'est ça qui font j'imagine, assez étonné. Toujours vouloir apprendre. Ouais, toujours vouloir apprendre. C'est très fort. Et bah super, je vous propose de toute façon de lancer le premier sujet. Ce pourquoi également, messieurs, on vous a invité, vous venez de vous présenter, vous avez une carrière dans le produit, vous avez connu énormément, plusieurs organisations, énormément de parties prenantes, de stakeholders dans vos différents produits. Donc ça va être le premier sujet. On l'a intitulé « Et si vos product managers, et si vos stakeholders comprenaient votre rôle ?» Peut-être qu'il y a beaucoup de product managers qui se posent cette question-là derrière l'écran. Première question, moi ce que je voulais un peu vous demander, là dans vos actualités, comment est-ce qu'on définit déjà un vrai stakeholder en fait ? Comment est-ce qu'on se dit, ouais, cette personne-là c'est un vrai stakeholder de mon produit et c'est pas simplement quelqu'un de mon organisation qui est autour du produit, mais un vrai stakeholder qui a un impact. Je fais une petite parenthèse, mais si déjà on arrivait à expliquer ce que c'est que notre travail à nous, notre mère, frère et sœur. Moi, j'ai reçu, quand vous avez fait la bannière sur LinkedIn, j'ai reçu un message de ma sœur sur LinkedIn qui dit « Tu pouvais m'expliquer déjà moi ce que tu fais ?» Alors t'imagines les gens avec qui on travaille. Non, plus sérieusement, pour répondre à ta question, en fait, le PM, c'est pour moi, c'est une roue d'entraînement dans l'engrenage de la machine digitale. Ça dépend à quel point ton produit est important. Mais je vais prendre par exemple l'exemple d'Ocus ou l'exemple de Deezer, qui sont... Ce n'est qu'un produit digital, hein, donc tu es vraiment au cœur du business. Tes stakeholders sont absolument partout dans l'entreprise. C'est-à-dire que si tu prends le cycle de vente, les sales ne peuvent pas vendre s'il n'y a pas le produit, parce qu'il y a mon client a besoin de telle feature, oui, non, souvent non. Mais les sales, les avant-ventes qui doivent comprendre le produit pour bien être capable de le vendre. Les marketeurs qui ont besoin de comprendre le produit pour pouvoir bien le marketer. Donc là, il y a la question de la place du product marketing, mais après, si tu descends dans la chaîne, donc il y a nous, donc, dans le product, je vais mettre la recherche, la UX, les product managers, etc. Tu as les développeurs, qui sont quand même l'autre partie du business, qu'il faut emmener et de plus en plus les emmener avec nous, mais pas juste en leur donnant des specs comme on faisait à la bonne époque, mais en les emmenant dans des phases de conception, parfois aller voir les clients, etc. Donc, pour moi, la réponse, c'est tout le monde est stakeholder du produit aujourd'hui. Finalement, même, je dirais même les gens dans les équipes people, parce qu'il faut qu'on embauche et il faut qu'on trouve les meilleurs dans un monde où c'est quand même difficile d'embaucher. Okay. Chez Mythic, c'est un peu, tu partages également cette vision de se dire tout le monde est un stakeholder de mon produit, il faut que je communique avec tout le monde. Ouais, totalement. Comme que tu prends est hyper bon hein, sur des produits digitaux, il n'y a pas de... J'ai du mal à imaginer des personnes qui ne peuvent pas être intéressées de c'est quoi le cœur du réacteur. Et moi, je vois le produit comme le cœur du réacteur. Après, on a des degrés d'intimité et de relations à construire différents en fonction des interlocuteurs. Et comme tu dis, la tech, on a presque une symbiotique. Hein. C'est-à-dire que moi, je raconte souvent, hein, mais un product people sans équipe de développement, il ne fait pas grand-chose en vrai. Et ça reste souvent un PDF et des bonnes idées calées dans un coin. Et on a tous des bonnes idées. Et puis, plus ça s'éloigne, plus en fait, il faut sélectionner à la fois le bon channel et le bon discours. Là, par exemple, j'ai été contacté c'est une
anecdote, mais j'étais en meeting toute la journée comme un bon product people. Et je suis contacté sur Slack par une personne chargée de compliance, risk, asset management sur les immobilisations financières pour que je lui explique c'est quoi nos projets, pour qu'on puisse les immobiliser, pour voilà, blablabla. Bon, c'est une partie prenante en vrai. Et il faut être en mesure à la fois, il faut être en mesure à la fois de lui expliquer pourquoi on le fait, ce qu'on va faire, une notion de temporalité. Et pour moi, l'un des forces, ou en tout cas des choses sur lesquelles j'ai tendance à juger les product managers, c'est leur capacité à raconter l'histoire avec le bon niveau, le bon degré de discours, au bon interlocuteur, et de finalement maîtriser les différents langages. Et il y a tout un truc autour de langage, je trouve, qui est très fort. Non, vous avez peut-être des exemples à donner de personnes, justement, des stakeholders particulièrement parfois un peu réticentes, ou comme tu le dis, les stakeholders ont tous des niveaux de maturité peut-être différents par leur connaissance du produit. J'ai l'impression que tu as une bonne histoire. Ouais, non, mais pareil. Non, c'est marrant parce que donc on a un sujet, on prépare l'année, il faut absolument se dire mais comment on va gagner de l'argent, ce qui est c'est important pour toutes les boîtes. Et je parlais avec un partenaire, un stakeholder, une personne de la finance qui nous proposait un espèce de tableau Excel avec mois par mois quelles initiatives vont générer quoi. Et c'était hyper intéressant parce que je voyais à la fois son besoin de gestion de risque et de projection, et en même temps moi, j'étais dans une situation un peu difficile de dire bah ouais, mais le produit, c'est beaucoup d'incertitudes. Si je savais mois par mois ce qu'on va gagner avec quelle initiative, fondamentalement, tu n'aurais pas vraiment besoin de moi en fait. Et un exemple d'interlocuteur hyper important sur lequel il faut trouver la bonne façon de communiquer et prendre en compte le fait qu'on a des cultures différentes en fait et des façons d'appréhender les choses de manière différente. Autre côté, gros interlocuteur, marketing, hyper important, en tout cas chez nous, hyper important. Voilà, pareil, d'autres façons d'appréhender les choses, une autre culture, une autre façon aussi d'avoir des relations. Je pense que typiquement quand on travaille avec des agences, c'est pas exactement la même chose que de travailler avec des développeurs, si je fais vraiment les extrêmes. Et donc il faut réussir à trouver le bon discours. Toi, tu voulais... Ouais, parce qu'il y a... Non, mais tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a fait penser que... En fait, ce qui est important, c'est que on a souvent à l'engineering, donc produit et tech, hein, en gros, un langage qui est particulier. On est très, ce que j'appelle moi, pardon pour mes anglicismes, des feature tellers. Voilà, on va expliquer, je vais rajouter un bouton, il va faire ci, il va faire ça. Pour les gens, tout ça, c'est toujours un petit peu nébuleux, notre langage, l'agilité, les sprints, les trucs. Et finalement, c'est un bon exemple ce que tu prends quand un CFO vient te voir en disant mais tu vas faire quoi, comment ça va nous rapporter. Souvent, nous, on est là, en fait, je sais pas. Parce que si tu veux que je te le dise, il faut que je m'arrête, il faut qu'on fasse des tests, et puis ensuite, une fois qu'on a des tests, on sait si on les déploie, ce que ça va faire. Mais il me faut du temps. Et c'est des démarches contre-intuitives. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que dans la communication, il faut absolument, et ça, c'est un truc que je martèle et qu'il faut continuer à marteler, c'est qu'il faut sortir du feature telling pour aller vers du vrai storytelling, de pourquoi on fait les choses et surtout de quel impact on espère avoir. Et finalement, dans ta communication, notamment avec les CFO, le but, c'est de plus du tout parler de tes features, c'est de dire, voilà, nous on est là, et voilà, ce chiffre il est là, et moi je vais l'amener là. Et me demande pas ce que je vais faire pour le faire. Parce que déjà, moi en tant que CPO, j'en sais rien. C'est au product manager, et donc et quand je dis au product manager, c'est à l'équipe de le déterminer. Et ça permet une gestion beaucoup plus fluide parce que le CFO est rassuré, on lui dit que le chiffre sera là. Toi, tu focuses les équipes. Et j'ai envie de dire, si en une semaine, elles ont fait l'objectif, elles ont fait l'objectif. Après, ils partent en vacances, ils font de l'amélioration continue, du bug fixing, peu importe. Mais c'est ça qu'il faut amener. C'est-à-dire une version beaucoup plus business que ce qu'on a fait par le passé, qui était très feature A, feature B, feature C, et avec des choses qui sont, pour les stakeholders dans l'entreprise, toujours un petit peu nébuleux, quoi. Surtout quand on est dans le B2B. Pardon, j'ai travaillé chez Deezer, donc c'est peut-être un peu comme ça sur Mythic, mais chez Deezer, tout le monde chez Deezer utilise son produit. Donc quand tu dis on va lancer un nouveau type de playlist, bon, les gens comprennent assez bien. Mais quand tu es dans le B2B, non, ça va absolument pas de quoi tu parles. On a une question dans le chat, il y a M. Fribouille qui répond, je pense, à toi, Renaud, quand tu disais, oui, le product manager, donc il peut avoir des idées, donc il reste avec son cahier s'il n'y a pas l'équipe de dev. Mais maintenant, il y a le no-code. J'en étais sûr. En le disant, je me suis dit, je suis sûr, il y aura Monsieur Fripouille no-code qui m'a snipé. Bah ouais, t'as raison. Penses quoi? Je pense qu'il a raison. Et je pense que je sais pas, moi j'ai joué un peu avec le no-code parce que de Benoît, je sais pas coder, donc, mais en même temps j'ai des idées, j'ai envie de les réaliser.
moyennement satisfait et ça pouvait pas vraiment partir en prod, scaler, etc. Pour des consommateurs. En tout cas, moi, ce que j'ai essayé de faire. Mais dans l'absolu, ouais, c'est super. Et effectivement, pour moi, c'est plutôt un outil de validation d'hypothèse ou d'invalidation d'hypothèse. La façon dont je le vois. Maintenant, si on arrive à faire un produit avec du no-code et on n'a pas besoin de dev, très bien. Il n'empêche qu'il faudra toujours avoir la façon de raconter, de marketer, d'aller voir la finance, etc. Je pense que sur le fond, ça change pas. Et par rapport... Vas-y. Non, pardon, fondamentalement, ça ne change pas la démarche. J'avoue qu'on a créé chez Ocus une practice no-code depuis quelques temps parce qu'on a, dans notre métier qui est la livraison d'images, on doit faire beaucoup d'automatisation de certains flux. Et quand tu es déjà équipé en API, il y a je ne vais pas nommer de software, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très forts pour venir extraire de la donnée, la traiter, la renvoyer. Et on a des gains de productivité assez énormes et on a des product managers qui sont parfois autonomes sur ces features-là. Faire des applications à destination des consommateurs en pure no-code, c'est possible, mais quand on est à un scale de mythique ou ce que j'ai fait moi chez Deezer, ce n'est pas des trucs que tu mets forcément en production, mais c'est des outils de prototypage absolument fantastiques. Il faut quand même se dire qu'on est dans un monde absolument fantastique sur ces trucs-là. Parce que quand on a commencé avec Renault, nous, les maquettes, on les faisait sur PowerPoint. Et je vous laisse imaginer la qualité du truc. On va en parler justement tout à l'heure. Par rapport aux stakeholders, en fait, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas en fait, dans le métier de product manager? Selon vous, pourquoi en fait? Parce que donc il y a une difficulté à expliquer notre métier, mais pourquoi? Parce que chef de projet, je pense que tu demandes à ta maman, justement, Benoît, ou ta sœur, elle va savoir répondre ce que c'est un chef de projet. Tu vois, globalement, on a tous une idée. Mais product manager, ça coince. Moi, je pense que fondamentalement, les gens, ils ont le biais qu'ont eu beaucoup de product managers il y a 10 ans, qui sont le biais de, en fait, tu as une idée et tu la développes, et puis c'est simple. Et d'ailleurs, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu véhiculé aussi par toute la littérature ou tous les films qu'on a vus, The Social Network, autour des Américains, où tout est facile, tu regardes Facebook, boum, 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 boum. Et puis, mais Facebook, ça a tout sauf été facile à monter, c'est plein très très romancé. Et en réalité, notre métier, c'est tout sauf avoir une idée et l'implémenter. Parce que tu as une idée, tu l'implémentes, 90% du temps, tu te plantes après. Les gens, ils sont là, bah ouais, mais en fait, je m'en fous de ton truc. Et donc, tu as des biais personnels très forts en tant que product manager. Et donc, les gens, eux, ils voient que ce côté, bah, tu as une idée, tu la donnes à tes développeurs et puis c'est bon. Mais non, en fait, c'est d'abord, il faut que tu trouves qui a la meilleure idée, parce qu'il n'y a jamais une seule idée. Il faut que tu comprennes, alors d'abord, il faut que tu comprennes les problèmes. Avec tes interviews utilisateurs, avec de la data, c'est pas un truc qui se fait en 2-2, donc il faut leur expliquer qu'il y a un aspect... moi, je ne vais pas faire la feature A si elle ne résout pas le problème numéro B. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc ça prend énormément de temps, les problèmes. Ensuite, les solutions, tu les trouves de manière itérative. Moi, j'ai plein d'exemples chez Deezer où si moi j'avais pris la décision, je m'en serais planté. Et même sur des trucs, moi j'étais sûr. Tu vois, ben non, on se serait planté. Et surtout après, tu as toute l'adoption utilisateur qui est très compliquée à avoir. Tu mets une nouvelle feature en place, tu te dis mais ça va cartonner. Et ben non, les gens ils y vont pas. Pourquoi? Et donc c'est tout ce cycle-là. Et donc il faut rappeler, et je pense aussi qu'il faut rappeler la complexité du métier du digital, qui est quand même malgré tout un métier qui est très très neuf. Je rappelle qu'on peut prendre, il y a quelques années, on a fait voler le premier A380, c'est quand même un truc de plusieurs centaines de tonnes. On le met sur ordinateur, on le modélise, on le construit, il est en bout de piste. Le truc, il décolle, il atterrit, pas de crash. Nous, on ne peut pas faire une app sans qu'il y ait 10 bugs. Alors, on est quand même sur une industrie assez immature. Donc tout ça, ça se gère, ça prend du temps. Et donc, pour moi, il faut expliquer la complexité de tout ce monde dans lequel on vit et qu'en fait, c'est un cycle. Et le product manager est garant de ce cycle d'amélioration de performance avec des outils logiciels. Je rebondis sur ce que tu dis parce que je pense qu'il y a certains stakeholders, mettons côté commercial ou côté marketing, qui vont justement avoir la même certitude que tu avais toi à l'époque où tu disais voilà, mais je suis certain, je viens de parler à mon client, je sais que ça va aider, je sais que ça va apporter de la valeur. Donc c'est des stakeholders qui parfois peuvent être assez puissants et vont voir le product manager ou le head of ou quoi. Comment à ces personnages justement on peut comment est-ce qu'on les acquiert à sa cause, comment est-ce qu'on leur explique, comment est-ce qu'on les est-ce qu'on leur montre des maquettes, comme tu disais, avec peut-être un PowerPoint ou quelque chose dans nos codes fait rapidement? Est-ce qu'on leur explique par A plus B? Mais comme tu le dis, toi, qu'est-ce qui t'aurait fait finalement peut-être changer d'avis à l'époque, alors que tu étais certain et qu'en plus, tu étais côté produit?
Quand tu es en face d'un sales, c'est un bon exemple parce que le sales, son client lui dit je veux A, délivre-moi A. Et en fait, quand tu arrives à être mis dans les boucles des cycles de vente, déjà, les clients, ils adorent parler au product manager. Parce que c'est la personne qui conçoit le produit, il va dire bah, moi j'ai tel besoin, le product manager va ramener le client sur un problème, mieux comprendre le problème et parfois dire mais en fait, tu n'as pas besoin de nouveaux développements, on a déjà quelque chose. Et donc là, tu gagnes un temps infini. Et quand tu arrives à rentrer dans ces boucles-là et que le commercial comprend la valeur d'avoir le product manager avec lui, il fait plus de calls sans le product manager. Donc ça, c'est un premier élément. C'est être là et être l'expert sur un scope pour pouvoir dire oui, non, ou on a déjà quelque chose. Donc ça, c'est un premier élément. Des fois, tu n'as pas le choix. On va pas se voiler la face. Et quand tu n'as pas le choix, tu documentes toujours. J'ai des exemples chez Nablon où tu as des clients qui nous disaient je veux ce truc. Et tu reviens les voir 6 mois plus tard en disant vous voyez votre truc, il est entre 0 et 1% d'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait? On le maintient ou on ne le maintient pas? Si on le maintient, c'est vous qui allez payer. Et en fait, tu rentres aussi dans cette dynamique d'amélioration continue. Tu documentes toujours tes wins, tes loses. Et quand tu es lose, parce qu'on a tous connu, surtout en B2B, où on fait un truc, c'est un peu top-down, et qu'après c'est un four, bah, tu le documentes, t'expliques, tu montres, et les gens commencent à comprendre. Ouais, si je peux apporter un éclairage sur le B2C, sur lequel on utilise tous des apps, donc on est tous persuadés d'avoir la bonne idée. Ouais. Donc c'est super. Non mais, soit on arrive à avoir le bon niveau de conversation avec l'interlocuteur et remonter d'un niveau et remonter au niveau du besoin et finalement, fondamentalement, ok, c'est ça l'idée, mais pourquoi? Et c'est quoi le pourquoi? Et tu vas voir qu'il y a et réussir à présenter toute la variété de solutions potentielles pour répondre aux problèmes. Et d'un coup, quand on monte la variété de solutions, bah, il y a parfois un tilt qui se fait de se dire ah ouais, ok, moi j'avais cette idée, mais on pourrait traiter ça. Et puis on est d'accord, parfois il faut le faire. Et la chance qu'on a quand on a une grosse plateforme, et en l'occurrence chez Multics c'est le cas, on a B-test. Et tant pis, on le fait, on prend le temps de le dev, voilà, on dépense de l'énergie là-dessus, on a B-test. Et il y a un truc qui permet de dire oui ou non assez facilement. Et parfois c'est oui et bravo et c'est cool. Et parfois c'est non et on dit bah c'est non. Et voilà, on peut se protéger comme ça. Et juste sur ta question précédente, il y a quand même un... Moi, ce métier de product manager, il est quand même un peu étrange. Non, mais il n'y a pas de formation, donc il n'y a pas de raison d'avoir une espèce de capacité à le raconter. Il n'y a pas de formation et en fonction des organisations, il est interprété différemment. Et il prend, pour moi je le vois vraiment presque comme une espèce de glu qui s'infiltre et qui parfois connecte des entités et qui fait ce travail de connexion. Et donc en fonction de l'orga, bah, ça peut être une personne beaucoup plus tech, une personne beaucoup plus data, une personne beaucoup plus revenu, beaucoup plus user-centrique, beaucoup plus chef de projet, delivery. Et voilà, et du coup le fait que chacun le réinterprète et qu'il n'y ait pas d'espèce de cadre normalisé fait que c'est dur à raconter. Ouais. Et alors, ça me fait penser peut-être à une autre manière de voir les choses. Finalement, on dit là, enfin, la question qu'on se pose, c'est et s'ils comprenaient notre job, est-ce qu'il n'y a pas une part d'eux en fait qui ne souhaite pas connaître notre job? Parce que finalement, la frustration générée d'un product manager, c'est parce qu'on lui dit quand est-ce que ça va sortir, et tu lui dis bah, je ne sais pas. Enfin, comme tu disais, il y a de l'incertitude sur des dates de release, sur le contenu, sur bref, tout ça. Est-ce que finalement les stakeholders se disent en fait les PO je les aime pas parce que au moins avec un bon projet cycle en V, j'avais la date, bon, et j'avais mes specs et je savais ce que c'était. Mais on est finalement en retard. Ouais, et on était toujours en retard. Donc, Ouais, mais un PO aussi est souvent en retard. Il n'y a pas de... Je ne crois pas que ce soit un problème de date, c'est un problème d'empowerment et d'être capable de dire non à ses stakeholders. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on leur dise non. Ouais. Il y a plein de littérature sur notamment les boîtes B2B qui disent oui trop en vente et qui se retrouvent avec des systèmes digitaux complètement engorgés parce que si un client te dit je veux blanc et l'autre te dit je veux noir et qu'en fait les deux sont pas compatibles, comment tu fais? C'est immaintenable en fait. Et ça c'est des choses qu'il faut vraiment expliquer, expliciter. Parfois je vais te dire non, mais je serai toujours là pour expliquer pourquoi. Je serai toujours là pour comprendre le fond du problème. Et le fond du problème, si on arrive ensemble à le sizer, c'est-à-dire à dire, en fait, si on le résout, voilà l'impact business qu'on aura, bah là, dans ces cas-là, on y va. Mais ne m'engage pas avec une solution toute faite, engage-moi avec un problème, et surtout, dis-moi, si on arrive à le résoudre ensemble, qu'est-ce qu'on gagne pour l'entreprise? C'est quoi l'impact? Normalement, les collaborations, elles peuvent pas mal se passer quand tu es dans des contextes comme ça.
Non, il y a une question. Ouais, on avait une question de Jenny Fleur qui dit par rapport à l'anecdote de Renault, il faut trouver le bon niveau de discours. Je suis d'accord. Mais entre deux cultures, exemple projet Excel, entre parenthèses, et produit, il y a des demandes de stakeholders sur les dates et engagements par exemple. Il faut aussi mettre en place une méthode commune, non Et est-ce que vous avez des tips, des outils qui permettent d'accorder entre guillemets des personnes de différentes cultures qui viennent vraiment de cette partie projet purement ancrée cycle en V finalement? Est-ce que vous avez des petits tips de... Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné déjà ou ça a toujours été finalement conflictuel? Alors, de mon point de vue, ça c'est des problématiques qui sont très très aussi... ça se voit beaucoup dans le B2C. Je pense que tu as ces problèmes-là, Renaud, où tu as une campagne marketing qui doit sortir sur une feature. Effectivement, le marketing ne va pas attendre que tu aies fini 3 sprints supplémentaires pour sortir quelque chose. Ouais, mais j'ai des... Parfois, chez Deezer, on avait des billboards, tu vois, on avait des trucs, ça vient sur les arrêts de bus, donc si je suis pas prêt, désolé, bah, tu les retires, enfin, je sais pas, c'est pas... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, moi, je suis convaincu à chaque fois qu'en fait, si on voit qu'on va être en retard, on réduit le scope. Ok. Et à moins qu'on ait déjà quelqu'un qui a fait vraiment ce travail de, minimum valuable product et qui va en tout virer, tu peux toujours enlever. Et donc tu sors plus vite avec moins de choses, c'est moins ambitieux. Et ça, c'est un truc qui est contre-intuitif pour les product managers, super contre-intuitif pour les devs. D'enlever des choses? D'enlever des choses et de se dire j'ai peut-être fait un truc un peu plus sale ou... Ah oui. Ah, j'ai pris des raccourcis, les edge cases, Mais ça, est-ce que c'est entendable par les stakeholders? Parce que des fois, on a des stakeholders qui n'entendent pas le... Ah mais non, on va raccoter, tu vois, des fonctionnalités. Pour répondre, moi je pense qu'il y a... C'est la question de c'est quoi l'objectif en fait. Et donc, il faut discuter sur, finalement, faisons cette discussion sur la priorisation des objectifs. Est-ce que ton objectif, c'est de délivrer telle feature? Est-ce que c'est d'avoir tel impact? Est-ce qu'il y a une date fixe? Et du coup, s'il y a une date fixe, est-ce que c'est le scope? Est-ce que c'est une expérience qu'on veut vivre? Et déjà se repositionner sur, mais finalement, qu'est-ce qu'on va atteindre et pourquoi? Ça permet de fluidifier. Après, c'est sûr, il y a des gens qui n'ont pas la même culture, et nous, on n'a pas la même culture, et je pense que ça doit être quand même très relou de travailler avec un product owner ou un product manager. Enfin, il faut être aussi conscient que fait chier de dire attends, je teste et j'itère. Bah non, mais pourquoi tu fais pas comme les concurrents, mec? Pourquoi tu te prends la tête? Ah oui, mais il faut que j'en parle à l'équipe. Mais attends, mais pourquoi t'es pas capable de décider? Pourquoi tu dois parler aux développeurs? Ah oui, mais il faut que je parle aux utilisateurs. Non, mais attends, moi, manager, je te dis. Alors oui, je suis pas directement, mais je te dis de faire ça. Donc, c'est quand même. C'est relou, quoi. Il faut dire la vérité. Donc, Ça te va bien, du coup. Ouais. Moi, je suis bien à ma place, ouais. C'est bien, je peux me taper dessus, quoi. Je voyais, Benoît, aussi, tu faisais non, une petite moue de la tête. T'es pas d'accord? Enfin, avec ce qu'on a dit ou... Ouais, t'es pas d'accord. Si, non, je suis d'accord, mais je pense vraiment qu'on peut toujours trouver une solution et s'aligner. Moi, je pense que le product manager, lui, il doit rester sur une position qui est tout de cycle en V. Ouais. Et on fait de l'agilité, et l'agilité, ça prend du temps. Et que donnez-nous le temps de faire les choses correctement. Je préfère qu'on fasse moins de choses, mais mieux de choses. Et ça, c'est un élément qui est important, sur lequel il faut qu'on se batte. Et je suis désolé, mais il faut qu'on se batte. On a des discussions chrono sur les roadmaps et comment on fait. Il faut qu'on se batte, puisque dire je vais livrer ce truc à telle date, c'est 80% du temps. Mentir à la personne. Donc, il faut l'expliquer. De dire que on est dans un métier où il y a des incertitudes. Ouais. Et donc, il faut vivre avec ces incertitudes. Cependant, plusieurs tips. Déjà, quand tu as une campagne, tu prends la marge. Tu fais un soft launch, etc. Tu testes. Et après, quand tu es bon, tu réalises à tout le monde. Donc, tu prends de la marge. Encore une fois, c'est une question de temps. Tu réduis le scope s'il faut. Et normalement, l'un dans l'autre, tu arrives à trouver un compromis entre quelqu'un qui a besoin d'une deadline ferme et toi qui n'as pas envie de la donner. Mais pour moi, là où il faut qu'on éduque les stakeholders, c'est que revenir à des cycles en V ou revenir à des trucs extrêmement précis, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est se mentir. Et il faut que ça, nous, on pèse de tout notre poids pour qu'on change ces comportements-là dans les entreprises. Alors, je me permets d'intervenir parce que moi, j'ai l'impression que je vais être la personne qui tape sur le produit ce soir. Donc, les product managers, c'est relou. Non, mais il y a un autre moyen de s'en sortir. Enfin, ma pensée allait te dire, j'ai l'impression qu'on est très en boîte noire. C'est-à-dire, on a notre équipe, on travaille, donnez-nous les inputs, les insights, et après, on va vous apporter la bonne... Okay.
Donc il y a un truc d'ouverture aussi sur les process, sur comment on travaille, sur de la co-conception, peut-être faire venir cette partie prenante au moment où on réfléchit à la solution, le faire voir des utilisateurs. Donc il y a un truc d'ouverture. Et il y a aussi, je pense, si on donne les clés de la priorisation, sous-entendu, très bien, tu me demandes de faire ça, mais du coup ça veut dire que ça met ça en risque. Et finalement, comment toi, partie prenante, comment tu joues là avec moi mes petites briques que je dois essayer de caler pour que ça tienne et qu'on s'en sorte, ça aide aussi. Donc je pense qu'on a un travail d'ouverture et de rendre transparent plutôt que de garder l'information parce qu'on a peur du stakeholder. Il ne faut pas en avoir peur. Je ne peux que être d'accord. De plus en plus, en tout cas chez Ocus, nous on essaie de créer des... j'appelle pas ça des squads, parce que comme vous savez, j'ai travaillé chez Deezer, donc j'aime pas trop le langage Spotify. Surtout que ça n'existe pas. Surtout que ça n'existe probablement pas. Mais en tout cas, les équipes, on essaie de créer de plus en plus des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles on met les gens de nos stakeholders business. Ouais. Parce qu'ils ont besoin, parce que c'est d'abord eux les donneurs d'ordre. On aurait appelé ça il y a 10 ou 15 ans des maîtres d'œuvre, mais c'est d'abord eux les donneurs d'ordre. Ils ont besoin de comprendre, les problématiques. Et surtout, je le redis, c'est un truc que je dis souvent, trouver la solution à un problème, c'est pas l'apanage du product manager. L'apanage du product manager, c'est trouver la personne qui va avoir la meilleure solution et après de mettre un système pour vérifier que c'est la meilleure. Et souvent de mettre un système pour vérifier que toutes les idées qui sont soumises, lesquelles sont bonnes et lesquelles ne sont pas bonnes. Et c'est extrêmement surprenant quand on se met dans une logique où on se dit ne me propose pas une solution à un problème, mais plusieurs, et qu'on teste. Là, on est très très surpris souvent. Là-dessus, sur les équipes pluridisciplinaires, moi je crois que ça se passe bien, la relation produit-tech, parce qu'il y a eu la création des équipes pluridisciplinaires agiles, et c'est la même chose, produit design, c'est le même type de truc, et pareil au produit data, et plus on intègre des compétences à l'intérieur d'une équipe, mieux ça se passe. Et effectivement, la partie prenante qui n'est pas intégrée, qui a peu de visibilité, mais faites l'avenir à vos sprints, planning, faites l'avenir à vos rituels, faites l'avenir au stand-up, faites l'avenir dans le quotidien de l'équipe. Vous allez voir, au bout de 3 semaines, d'abord elle voudra partir, ensuite elle comprendra que c'est vraiment un métier difficile et que vraiment on va vous foutre la paix. Et puis il y aura ce canal de communication et ce partage de culture, parce que la culture c'est pas juste des valeurs et des grands principes, impact, user-centric, etc. Okay. C'est un quotidien qu'on vit ensemble. Complètement. Et donc du coup pour conclure un peu avant qu'on passe non, on peut pas conclure à la suite. Non, mais pour reprendre ce que tu dis, cher Renaud. Non, en fait c'est finalement ce que tu disais là à l'instant, c'est ce côté vie ma vie. En fait, c'est peut-être pour que les stakeholders comprennent le rôle du PM. C'est vie ma vie à travers de la transparence, à travers beaucoup de communication, à travers toutes ces valeurs-là. Oui, et ça fait partie de la solution. Vie ma vie, ça c'est toujours très bien. Intégrer les gens dans les équipes, bien communiquer, bien expliquer. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que communiquer, ça suffit pas. Souvent, on fait un exercice, on communique sa roadmap, et puis après, on pense que c'est bon. En fait, on est dans une boîte noire. On communique notre roadmap, mais en fait, c'est pas bon. Les gens, ils n'ont pas compris. Donc, il faut la recommuniquer. Donc, par exemple, chaque fois qu'il y a une intervention produit, re-expliquer là où on est. Pourquoi la roadmap, elle est là. L'impact qu'on va avoir, c'est là. Dès que tu parles d'une feature, chez moi, c'est interdit de ne pas dire pourquoi on l'a fait et où est-ce qu'on en est d'un point de vue impact. Et quand tu expliques à chaque fois, tu rabâches, les gens commencent à comprendre les difficultés, les échecs, les wins et commencent à comprendre plus les problématiques. Il faut vraiment surcommuniquer. Justement, on a 2 dernières questions avant de communiquer, parler d'autres choses. Tu parles justement de surcommuniquer. Donc, mais vous êtes des bons head of CPO. Mais du coup, est-ce que non, mais vraiment, non, mais. Enfin, bon, Renaud, on a travaillé ensemble, du coup, je peux le dire. Sinon, tu ne serais pas sur ce plateau, c'est sûr. Mais du coup, on a le rôle du PM qui est mal compris. Mais est-ce que le rôle du head of, du VP, du CPO, est-ce qu'il lui est aussi bien compris? C'est au-dessus du PM, parce que déjà, rien que le rôle du PM n'est pas compris. Mais head of, CPO, VP Product, ils ont tous quasiment le même nom. Directeur produit, le poste de CPO fait une entrée fracassante dans les COMEX depuis 3-4 ans. Donc c'est quelque chose qui quand même maintenant, toutes les boîtes digitales ont leur CPO. Pour moi, c'est assez... mature, du coup. Toutes les boîtes digitales matures. Franchement, c'est le taux d'adoption du métier de product manager est quand même très très répandu. Des boîtes, il y a quelques boîtes qui communiquent sur le fait qu'ils n'ont pas de product manager ou donc, par définition pas de CPO. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Et donc je pense que ça, pour moi, c'est des rôles qui sont quand même de plus en plus bordés.
Mais par contre, il y a un élément qui me gêne un peu dans la question, c'est que la communication, c'est pas l'apanage du CPO ou du VP ou même du Head of, hein. C'est du Product Manager, des Product Managers qui doivent eux-mêmes communiquer leur progrès. C'est-à-dire que si toi, tu es le porte-parole d'un système, c'est pas bon en fait. Il faut créer des systèmes décentralisés dans lesquels les équipes s'auto-informent. Et donc, c'est un truc que je prêche beaucoup, mais c'est un métier de storyteller, le product manager. Si tu ne sais pas raconter pourquoi tu fais les choses, tu as un vrai problème de fond. Tu n'arriveras jamais à amener tes équipes tech et tu te prendras toujours des bâches de tes équipes business. Donc, c'est pas à nous de porter ce truc-là. Nous, on est là pour construire les systèmes, mais c'est au product manager. Jamais prendre la parole pour un product manager, c'est à lui ou elle de le faire. C'est vraiment, vraiment important. Et ça, c'est un truc sur lequel c'est un ancien de chez Enablon qui m'avait dit ça. Moi, j'étais très mauvais en public speaking quand j'ai commencé chez Enablon. Il m'a dit, OK, et en anglais. Et il m'a dit, écoute, chaque fois que tu as l'opportunité de parler, fais-le. Et donc, ça fait 11 ans. Maintenant, c'est mieux. Bah, c'est ce que les product managers doivent faire. Dès que tu as l'occasion, dès que tu peux te mettre quelque part et dire quelque chose, alors pas en réunion devant tout le monde, mais par exemple chez Deezer, on avait des breakfasts tous les mardis matins, chez Oculus, on a ce qu'on appelle des Oculus-matiques, tous les 15 jours dans lesquels on peut venir parler. Il faut parler, il faut communiquer, il faut parler, il faut raconter pourquoi on fait les choses. Réinterpréter la question, hein. Moi la façon dont je l'entends aussi, il ne faut pas espérer de la collaboration ou de la compréhension au niveau product manager et other people si au niveau d'au-dessus c'est pas fait en fait. C'est cascadant la collaboration et il faut pas se mentir, si tu parles pas à ton père, il n'y a pas de raison qu'en dessous il se parle, ça c'est évident. Par contre, dès que ça se parle, bah, d'un coup le poids de la décision, le poids de la collaboration, elle transforme et elle convainc en fait. Et donc voilà, donc oui il y a une responsabilité claire, mais je te rejoins, en vrai ces produits qui intéressent les gens, c'est mais finalement vous allez faire quoi et pourquoi vous allez le faire, et ça c'est le Justement, pour être, je pense, un bon PM, tu disais, ce sont des bons head of et CPO. La valeur intrinsèque, finalement, ce qu'apporte vraiment un product manager et ce dont il est garant par beaucoup de valeur, donc ça veut dire bien connaître ses utilisateurs. Il y a justement une start-up nantaise, on en parlait au tout début, qui s'appelle Scribe, qui est partenaire de l'émission. D'ailleurs, si vous souhaitez également être partenaire, n'hésitez pas également à nous contacter, on sera ravis d'échanger avec vous. Donc Scribe, venez le découvrir, on vous envoie une vidéo de suite pour cette rubrique qu'on a intitulée « On a testé pour vous » ce produit qui s'appelle Scribe. Hello les loutres! Aujourd'hui, on va vous parler questionnaire, feedback utilisateur, lancement de features. En fait, on va vous parler d'un produit qu'on a déjà testé pour vous, et ce produit, c'est Scribe. Scribe, c'est un produit qui a été lancé en 2021 par 3 anciens du monde du produit et de la tech, et qui vise à vous aider, vous, à récolter le plus de feedback quali possible, directement dans votre outil, et de manière non intrusive pour vos utilisateurs. Concrètement, aujourd'hui, que vous soyez PM, PO, designer, entrepreneur, en fait, votre job, c'est d'apporter le plus de valeur possible à vos utilisateurs. Et on va pas se mentir, c'est parfois une galère de faire ça. D'un côté, vous avez tout ce qui va être qualitatif, où en fait, vous allez avoir beaucoup de données à analyser, mais avec assez peu de volumétrie. D'un autre côté, vous avez tout ce qui va être quantitatif, dans lequel vous allez essayer de donner de la valeur à votre donnée, et vous allez essayer de calculer des taux de conversion que vous comprenez pas toujours. Et en fait, Scribe, ça permet justement de marier tout ça. Ça vous donne du quali en quanti. Bon, je sens que c'est encore un peu flou, donc du coup, je vous propose qu'on passe sur un cas pratique. Coucou, moi c'est Chloé, la super PM. Il y a 2 mois, j'ai rencontré quelques utilisateurs qui m'ont remonté que le parcours de paiement est archi pénible. Sauf qu'entre vous et moi, on change pas tout un parcours pour 5-6 utilisateurs. Du coup, je me suis dit qu'il fallait plus de retours pour convaincre mes stakeholders de changer le parcours. Je suis allée sur Scribe, j'ai targeté sur segment les gens qui ont tenté d'acheter un produit sur les 3 derniers mois et je leur ai posé 3 questions. La première, quel est votre ressenti de 1 à 10 sur le parcours de paiement ? Ensuite, je personnalise le scénario en fonction des réponses. Je remercie les utilisateurs les plus satisfaits et pour les moins satisfaits, je leur demande d'identifier les problèmes qu'ils ont rencontrés sur le parcours.
Enfin, j'en profite pour demander à tous les répondants s'ils souhaitent nous partager autre chose concernant notre produit. J'ai laissé le sondage tourner 3 semaines et j'accède à mon interface pour voir les résultats. Et là, je vois plusieurs choses. La première chose, mon sondage a eu un taux de réponse de 50%, beaucoup plus que ce que j'aurais eu avec un autre outil. Ensuite, quand je regarde les smileys, je vois que les gens sont assez mitigés sur le parcours actuel. Du coup, je regarde les retours quali pour comprendre ce qui ne va pas et j'identifie 2 pain points à améliorer. Le premier, il faut qu'on ajoute plus de méthodes de paiement. Le deuxième, il faut ajouter le paiement en un clic. Du coup, je peux aller voir mes stakeholders avec les résultats et les convaincre qu'il est nécessaire de modifier le parcours pour ajouter le paiement en un clic et Apple Pay. Je pousse tout ça en prod et je fais un deuxième questionnaire pour toutes les personnes qui avaient répondu au premier en leur demandant « Est-ce que vous voyez une différence dans le parcours de paiement ?» S'ils me répondent oui, je leur demande comment ils le trouvent par rapport à l'ancien. Si les retours sont négatifs, je leur demande qu'est-ce que vous préfériez dans l'ancien. S'ils ne voient pas de différence, je leur dis qu'on a rajouté ces 2 features pour leur plaire et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à les utiliser. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Raph, moi j'ai déjà Typeform, j'ai déjà Usabia, j'ai déjà GetFeedback. Moi, j'ai déjà plein de moyens de récolter des feedbacks. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais avec Scrib ? Très bonne question, Jamy. Du coup, je vous propose qu'on prenne 6 critères sur lesquels on va comparer tous ces outils-là. La facilité d'utilisation pour vos utilisateurs. Et là, ça fonctionne un peu comme Intercom. Vous avez une pastille qui se situe en bas de l'écran, et lorsque l'utilisateur clique dessus, le questionnaire s'ouvre et il n'a plus qu'à sélectionner les choix qu'il veut, ou alors taper ses réponses en fonction des questions. Les plateformes sur lesquelles vous pouvez intégrer votre outil Scrib. Et ça, c'est le gros point fort de l'outil. Contrairement à Usabia ou GetFeedback, voire même Typeform, en fait, Scrib fonctionne aussi bien sur web que sur les applis iOS ou Android. Tout ce qui va être traduction et gestion de différentes langues. C'est là où Scrib touche un peu à ses limites. Même si Scrib est capable de gérer tous les alphabets et toutes les langues possibles, aujourd'hui, l'outil ne gère pas les traductions automatiques comme peut le faire GetFeedback par exemple. Et surtout, si jamais vous voulez faire un même questionnaire pour plusieurs pays, vous allez aujourd'hui devoir créer plusieurs questionnaires et donc avoir des analyses différentes en fonction des différents pays. Les capacités du questionnaire. Scrib aujourd'hui, ça permet de faire des QCM, des questions ouvertes, des échelles de Lockhart et de mesurer en fait énormément de choses. On a peut-être moins de types de questions qu'un outil comme Typeform par exemple qui est un peu plus complet, mais aujourd'hui, les questions qui sont proposées par Scrib permettent malgré tout de mesurer l'appréciation d'une feature, l'appréciation de votre outil, la mesure d'un NPS, ou encore l'impact que peut avoir une campagne de product marketing sur votre outil. C'est le taux moyen de réponse. C'est un des gros points forts de Scrib. Aujourd'hui, ils peuvent se vanter d'avoir entre 40 et 60% de taux de réponse, là où une campagne d'emailing atteint en moyenne 8%, et un questionnaire de type Typeform, dans lequel on va rediriger l'utilisateur, tourne autour de 12 à 13%. Et le dernier critère, vous vous en doutez bien, c'est le prix. Aujourd'hui, le prix chez Scrib, il dépend de votre nombre d'utilisateurs mensuels actifs, avec un prix de base qui va démarrer à 79 € par mois. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que si vous souhaitez utiliser Scrib pour mesurer votre NPS, en fait, l'offre elle est gratuite. Et ça, franchement, c'est pépite. Surtout que ça ne dépend pas de votre nombre d'utilisateurs. Bon, c'est pas tout ça, mais Marcel et Loulou ils sont en train de m'engueuler, donc du coup je vais accélérer un peu et on va passer à la conclusion. Que ce soit Chloé ou moi, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le fait que le questionnaire soit ultra personnalisé, le dashboard qui nous permet d'avoir des analyses vraiment poussées des résultats, et également le fait que la solution soit vraiment non intrusive pour l'utilisateur et qu'il puisse continuer à naviguer sur notre site ou sur notre appli lorsqu'il réalise le questionnaire. Les 2 derniers points, c'est le bonus. En fait, Scrib c'est une entreprise française et donc ce que ça implique c'est que 100% des données sont hébergées en France. Et ça, c'est 100% validé par l'After. Le dernier truc qu'on a beaucoup aimé, c'est que ce soit Michael, Samuel ou Simon, les 3 nous ont beaucoup accompagnés, que ce soit dans l'implémentation ou dans la résolution de notre problématique. Et ça, c'est vraiment le bon point de Scrib. Le petit désavantage que ça a, c'est que si jamais vous avez des utilisateurs qui sont répartis sur différents pays, peut-être qu'aujourd'hui, Scrib n'est pas la meilleure solution pour réaliser vos questionnaires. Alors, c'est pas forcément un bloqueur, mais en fait, le meilleur moyen de le savoir, c'est toujours de les contacter et d'en parler directement avec eux. Et c'est là qu'on entre en scène avec Chloé. On vous met un petit lien dans les commentaires pour que vous puissiez les contacter, et si jamais vous faites un call avec eux et que vous dites que vous venez de la part de Raph et Chloé, en fait, vous aurez 2 semaines gratuites sur votre premier questionnaire. Et ça,
C'est vraiment pépite. Je pense qu'on arrive à la fin. Donc du coup, il me reste juste à vous dire à bientôt les loutres. Alors, à bientôt les loutres, il est beau. Tu connaissais toi Scribe, Vincent? Bah, je les ai vus, forcément. Et, Avant de les voir. non, c'est une petite startup qui s'est montée et produit plutôt cool. C'est un beau produit, vous connaissiez Non, moi je connaissais pas, mais par contre le besoin il est réel. Et Oh. non mais c'est vrai. Et ça c'est déjà pas mal. Et la capacité de contacter tes utilisateurs et de savoir ce qu'ils pensent comme ça, c'est important en vrai. C'est fondamental, ouais. C'est fondamental et c'est un pain point pour nous très important. C'est le but, c'est comme ça qu'on monte des bonnes startups, justement. Justement, on va partir un petit peu sur le sujet numéro 2. Ouais. En fait, c'est le sujet que vous aviez abordé maintenant il y a quelques mois. Ça serait cool de parler un petit peu du bon vieux temps, hein Renaud, quand on était jeunes et tout. Et c'est un petit peu le product manager d'il y a un peu plus de 10 ans versus le product manager de maintenant. Et peut-être voir un petit peu après le futur. Mais finalement, est-ce que déjà le product manager d'il y a 10 ans, est-ce que c'était vraiment un product manager au même sens que là aujourd'hui actuellement le product manager? En tout cas, moi je peux dire que moi non, je n'étais pas un product manager au sens de maintenant, ça c'est évident. Ouais, moi j'ai commencé en 2009 et on devait construire une espèce de LinkedIn du développement durable. C'est comme ça que je le raconterais. Beaucoup d'ambition, une réalisation un peu moins réussie on va dire. Et du coup c'était de construire des features l'objectif. Moi, en tout cas, la façon dont je travaillais, il n'y avait pas de notion d'impact. L'utilisateur était absent de la pensée, c'est-à-dire c'était très moi, CEO, j'ai cette vision, il faudrait faire ça. Allez-y, les gars. Et du coup, super, on a construit avec un magnifique cycle en V pendant 1 an et demi un super produit qui, in fine, ne répondait à aucun besoin à part celui de l'avoir construit. Et franchement, cette expérience de product management qui aurait pu me dégoûter, ça a été un super apprentissage en fait. La base, c'est déjà de se mettre au service des utilisateurs et de leur parler et de savoir mais eux, c'est quoi leurs besoins. Donc pour répondre à ta question, non, très clairement, en tout cas moi je l'étais pas, j'imagine il y a des gens super qui l'étaient, moi j'étais assez loin de ça. Mais tu considérais que tu étais product manager ou à l'époque tu disais je suis chef de projet? Ah non, j'avais le titre product manager et je m'occupais d'un produit. Après, il y a s'occuper d'un produit et s'occuper d'un produit, quoi. Et j'ai l'impression que les 10 dernières années nous ont appris sur qu'est-ce que ça veut dire de s'occuper vraiment d'un produit, service des utilisateurs, notion d'impact, l'engagement de l'équipe, etc. Enfin, moi, je le raconte, mais j'adorais ça, mais je faisais des specs sous PowerPoint et c'est pratique parce que sous PowerPoint, de toute façon, tu as un ensemble de blocs, donc tu fais des wireframes en vrai, tu prends les rectangles, voilà, ça te fait ta page, tu mets un titre, tu prends une jolie typo, un petit calibri, et puis voilà, tu commences à décrire ta feature. Et en même temps, est-ce que c'est, en tout cas sur la relation avec l'équipe, moi on vivait pas en mode agile, donc on travaillait dans ce mode un peu étrange, mais bon, l'agilité en startup, en vrai, il n'y en a pas vraiment besoin, quoi. En tout cas, dans ce mode-là où tu as des petites équipes, je suis pas sûr qu'on en ait besoin de manière aussi forte que dans des plus grosses équipes, plus grosses structures. Mais il y avait quand même des trucs de produit. Non, j'étais pas product manager au sens qu'on le connaît maintenant, mais il y avait quand même cette volonté de construire quelque chose, engager l'équipe, faire cette espèce de symbiose que moi je trouvais hyper important. Storytelling, finalement, qu'est-ce qu'on veut qu'ils vivent, à défaut de quel impact on veut avoir, au moins qu'est-ce qu'on veut qu'ils vivent quand ils viennent sur notre plateforme. La chance qu'on a eue avec Renaud, c'est grandir dans une entreprise comme Enablon qui avait quand même les yeux rivés à San Francisco et qui a vu ce poste grandir dans les sociétés qui faisaient du logiciel et qui a voulu faire la même chose sans trop savoir ce que ça voulait dire, mais qui avait une équipe assez grosse de product managers. Alors pour la petite histoire, le fameux produit qui a pris 18 mois, c'est moi qui l'ai récupéré. Et donc dans mon premier jour, j'arrive avec Renaud dans mon équipe et Renaud me dit en fait moi je m'en vais. Salut, bonne chance. Et c'était vraiment fun. Mais pour moi, ce qui est assez rigolo à cette époque-là, en fait, dans les éditeurs de logiciels qui étaient les premiers à adopter ce poste de product manager, il y avait ce que j'appelle moi les product managers 1.0 et les product managers 2.0. Et les product managers 1.0 sont vraiment tous les product managers qu'on avait à l'époque chez Enablon, ce qui n'était pas notre cas. C'était des gens qui ont débauché de l'industrie. Donc en gros des spécialistes. Tu dois faire un logiciel, je vais dire n'importe quoi, mais Salesforce, tu dois le construire.
bah, prends quelqu'un qui utilise Salesforce tous les jours, tu le fais venir chez toi et puis il va te dire quoi faire parce que c'est un utilisateur. Sauf que le problème de ça, c'est que le problème de cette expertise, c'est qu'elle se perd. Voilà, au bout d'un an, tu as perdu voilà, elle se perd. Dedans, ouais. Ensuite, des product managers experts, donc ce que j'appelle moi 1.0, c'est qu'à un moment, surtout dans le B2B, ils ont leur scope et c'est leur scope, quoi. Eux qui décident. Là où, de mon point de vue, nous, on est arrivé un petit peu plus tard avec les premières formations qui commençaient à se faire. Donc, encore une fois, moi, je suis très lean startup, mais où tu avais cette notion de comment tu mets l'utilisateur, cette notion de MVP, cette notion de faire des tests, donc de ne pas passer 3 mois à faire un truc qui va être un four, mais comment tu peux le tester? Et donc on a amené ça, c'est-à-dire qu'on a remplacé ce métier d'expertise par un métier où finalement nous on devient des experts, mais de problématiques produits. C'est quoi les problèmes utilisateurs? C'est quoi la data? Et du coup c'est quoi l'impact que tu vas avoir? Donc il y a eu ce shift, mais dans un monde que j'aurais dépeint, dans un monde où nous, les 15 articles que tu peux lire tous les jours, il n'y en avait pas. Non. En fait, bon, alors déjà, tu avais intérêt de parler anglais ou de lire anglais, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas des sociétés comme la vôtre, il n'y avait pas des meet-up, il n'y avait pas tout ça. Ça c'est venu après. Nous, on était vraiment en mode solo. Donc, il a fallu apprendre sur le tard. Et c'est pas si simple. Mais c'est drôle. Et du coup, comment vous êtes formé? Parce que tu me dis là justement, actuellement, bon, on va parler un petit peu après, mais il y a plein d'articles, il y a des vidéos, coucou l'after produit. Comment est-ce que vous êtes formé? Moi, ma première formation, c'est le Lean Startup Machine, où avant il y avait des week-ends. Donc, c'était un week-end de start-upper où tu arrivais. Pour la petite histoire, moi j'arrive, j'avais une super idée. Donc, je pitch mon idée, l'idée est retenue. Je fais ma start-up et puis j'ouvre mon laptop et puis je commence à coder mon prototype parce que moi, comme je suis codé, je code. Et le mec de l'organisation, il vient me voir, il dit: mais tu fais quoi là? Je dis: je fais mon proto. Nous, on est parti là, ça va être. Et il me dit: mais t'as pas compris en fait. On va là. Il commence. Sors du building, tu vas parler à des gens. Et alors moi, c'était un guide de voyage, c'était une application et tout, c'était super, j'étais tout excité. Et je me retrouve place de l'Opéra à aller parler à des gens, hein, t'imagines, super. Et puis les gens me disent: non mais en fait ton application je ne veux pas, moi j'ai pas de roaming. À cette époque-là il n'y avait pas de... Donc en fait moi je veux un livre. Tu vois? Et tu passes d'une application super cool à un livre. Et ça tu le passes en parlant à des gens en fait. Et donc quand tu mets ça après dans ton métier, et ben, tu crées tous les systèmes qui te permettent d'avoir tes utilisateurs avec toi. Je dis tes utilisateurs aussi, c'est un truc assez naturel dans le B2C, tu parles à tes utilisateurs. Dans le B2B, tu as les acheteurs et tu as les utilisateurs. Ça aussi, on l'a amené. Essayer d'arrêter ce biais de moi, je suis la personne qui achète, qui n'a jamais utilisé le produit et qui n'a aucune idée de finalement ce qu'il faut faire. Et donc, ça a été mes premières réalisations. Donc, en fait, tu te rends compte des outils. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées, des conférences américaines, quelques gros influenceurs à suivre, quelques articles. Et moi, je me suis tout de suite raccroché à ces documents-là. J'ai beaucoup parlé avec des gens qui faisaient ce métier-là dès que j'ai pu en croiser, pour comprendre leurs différentes problématiques. Désolé de les nommer aussi, il y a eu pour moi un gros boom en avant, c'est une marque de streaming avec un logo vert, enfin le Deezer en moins bien, qui a aussi beaucoup bougé ses problématiques d'agilité. Donc l'agilité fait que nous, on a dû se mettre de manière... se comporter de manière un peu différente en tant que product manager, avec à la fois en faisant le discovery et la delivery. Et puis petit à petit, après le contenu il flow, mais par contre moi j'ai le sentiment que mon métier change tous les 2 ans. Et donc ça c'est un élément qui est très important. Je parle trop, il faut que tu me coupes la parole. Non. Il y a un truc qui est vraiment très important pour les gens qui commencent, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui il faut lire un article par jour. Sur le product management. Sur le product. Pas forcément pour le mettre en place, mais pour se nourrir, parce que notre métier dans 2 ans, ça sera plus le même. Et donc, si tu arrêtes d'apprendre, et je repense à tous ces product managers 1.0 qui le sont pour certains toujours, ils sont complètement bloqués en fait. Il faut continuer d'apprendre parce que ça va considérablement évoluer. Tu parlais de no-code, du low-code, ça va bouger. Moi, j'apprends tous les jours. Toi, Renaud, comment est-ce que tu t'es formé justement en product management? Comment est-ce que tu es devenu product manager? Bonne question, parce que j'écoutais ce que tu racontais et c'est vachement bien. Moi, c'est pas ça. Non, moi, d'abord, l'échec, fondamentalement, c'est
planté magistralement en mettant tout son cœur dans quelque chose. Et voilà, typiquement, le projet sur lequel j'étais, moi, je l'ai vécu comme un échec, mais c'est pas très grave. Je l'ai vécu comme un apprentissage. En fait, step 1, il faut mettre le user au cœur. Je change de boîte, justement, je pars. Je me rends compte qu'ils n'avaient pas levé assez d'argent. Step 2, tu vas dans une boîte, il faut qu'ils aient les fonds pour te payer. Je vais dans une autre boîte et voilà, et ton produit et ce que je lançais n'était pas utilisé. Bon, bah, step 3, ça serait bien que ça soit utilisé. C'est quoi la notion d'impact? Donc voilà. Deuxième truc, c'était une époque où il y avait TechCrunch FR et du coup qui m'a fait découvrir TechCrunch US, Michael voilà, et du coup la littérature américaine. En tout cas, la littérature, je crains beaucoup, les articles de blog et les tweets américains de gens qui avaient une pensée sur le product management. Et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et bon, c'est ma vie personnelle, mais quand je suis venu chez Eika, donc juste après Enablon, j'ai rencontré un mec, Benoît, qui m'a fait découvrir Hacker News. Et franchement, ça a été la révélation. Et le mec m'a fait découvrir Y Combinator, il m'a fait découvrir voilà, ce qui se passait aux US, mais version un peu plus profonde que genre juste Twitter et les articles visibles. Et j'ai appris énormément. Et la plus belle claque, c'était lire Lean Startup, où je me suis dit, ah ouais, non, c'est vraiment ça, en fait, faire du produit. Ce que tu racontes, c'est poser des hypothèses, se poser des questions, aller vérifier, et le plus vite possible, essayer d'avoir des réponses. Et pour revenir finalement l'évolution un peu de ces 10 dernières années, c'est vrai que tu parles de... Naturellement, on a commencé à se dire, ok, en fait, il faut que je mette mon utilisateur au centre avec une politique de la chaise vide, un peu en disant, voilà, notre utilisateur il est tout le temps autour de la table. Moi, c'est vrai que dans le cadre de mon boulot, je rencontre pas mal de product managers qui me disent, je faisais du produit sans le savoir, j'avais un poste chef de projet, et en fait, en creusant un peu, c'est là que ça diverge un peu. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de quelle est ta vision d'un product manager. Est-ce que vous en connaissez des gens qui vous ont dit ça? Est-ce que vous vous êtes dit ça un jour avant d'être PM chez Enablon? Tu as peut-être été chef de projet. Et finalement, être chef de produit, product manager, c'est simplement tout le temps se poser la question, mettre l'utilisateur au centre. Voilà. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre il y a 10 ans et maintenant par rapport à ça? Moi, j'ai été chef de projet chez Orange. L'utilisateur n'est nulle part. En fait, le donneur d'ordre, on appelait les maîtres d'ouvrage. C'était le marketing. Personnes métier, mais qui, eux non plus, ne mettaient pas l'utilisateur au centre. Okay. Après, anciennement, dans ce qu'on appelait l'IT, c'est moins important que dans les boîtes dans lesquelles on est aujourd'hui, où vraiment le produit principal, c'est le produit digital. Orange, le produit principal, c'est de fournir des lignes de téléphone. Donc, c'était là qu'était l'enjeu. Aujourd'hui, quand on manipule un produit comme Deezer ou comme Mythic, sa ressource première, c'est l'utilisateur. On ne peut plus faire des choses avec juste de l'instinct. Ça marche quand t'es petit, quand t'as vraiment une idée à toi, que tu veux la pousser, tu fais ton petit proto et puis tu regardes si ça marche. Mais tu peux plus te comporter comme ça parce que je pense que Mythic c'est un scale équivalent à celui de Deezer, mais quand t'as 14 millions d'utilisateurs, quand t'es dans 180 pays, ouvrir Deezer quand tu es à Paris avec une 4G super et un iPhone 13, c'est facile, hein, ça marche bien, mais quand tu es à Rio de Janeiro avec une 4G lente et je sais pas citer de marque, mais un Android en bonne qualité, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça, c'est des biais qui sont très très forts si tu mets pas ton utilisateur au centre. T'es product manager, tu t'occupes de la performance, tu vas à Rio et tu achètes un téléphone de là-bas et tu testes. Et tu testes l'expérience de ton utilisateur, tu te mets à sa place, tu développes l'empathie nécessaire pour comprendre les problématiques utilisateurs. Je pense qu'il y a eu une réalisation aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le passage de vraiment une société dans laquelle il y avait des canaux de communication dans lesquels on pouvait faire des push marketing et des campagnes publicitaires à un environnement, et notamment digital, sur lequel finalement la valeur de ton app est représentée par une note sur 5 étoiles. Et qui est donné par l'utilisateur. Et je pense que le business a aussi compris que d'un coup, la satisfaction utilisateur et du coup le remettre au centre, c'était ça qu'elle allait te driver en fait. Parce que sur ton App Store, sur les apps, si tu n'as pas la bonne note, en fait, tu n'existes pas. Et du coup, pour avoir la bonne note, il faut répondre aux besoins de la bonne manière. Et pour moi, c'est un vrai changement de paradigme qui est hyper important à comprendre et à saisir et qui explique aussi pourquoi on met l'utilisateur au centre. Sur les changements, moi je trouve qu'il y a une hyper spécialisation en fait. Je sais pas, product ops, product designer, product manager, product owner, product designer.
Product data analyst bidule. Donc il y a une ultra spécialisation qui moi intimement me questionne sur finalement c'est quoi le rôle de product manager, tu vois, c'est quoi son sens encore. Mais pour moi l'évolution, les grands changements des 10 dernières années, c'est ça, c'est une maturité autour de d'abord l'engagement des développeurs, agile, Kanban, blabla. Puis une maturité sur l'accès de l'utilisateur, puis la data, ce qu'on a pu discuter en aparté, mais voilà, cette notion d'impact, cette notion aussi de process, d'hypothèse, de test, de learn, ok. Et maintenant la spécialisation. Et voilà, et chacun spécialise tout en essayant d'utiliser les mêmes méthodologies en fait. Et il y a la méthodologie qui est structurée, maintenant il y a les domaines d'application qui se spécialisent. Ouais. Mais il y a quand même un truc qui est fantastique qu'il faut rappeler, je pense, c'est que c'est quand même un moment assez fabuleux pour être product manager parce que l'outillage qu'il y a autour de ce métier est devenu absolument fantastique. Il n'y avait pas avant. Non, on faisait des roadmaps sur PowerPoint. Moi, j'ai retrouvé des roadmaps parce que quand on s'est parlé avec Renaud, on a regardé. Alors, je ne vais pas plus les amener, mais j'ai des roadmaps sur les imprimés. Sur un A3, ça ne tiendrait pas. Là, c'était que un fichier Excel. C'était même pas du PowerPoint, c'était un Gantt avec 50 lignes. C'était absolument incroyable. Maintenant, tu as des outils, je ne vais pas les citer, mais tu as des outils pour faire des roadmaps. Tu as des outils collaboratifs pour faire du mind mapping, du travail collaboratif. Tu peux faire des prototypes très simplement maintenant. Tu n'as même pas besoin d'être un designer, on va te guider. Boum, boum, boum. Tu as des outils, on l'a vu tout à l'heure, Extract, pour avoir des retours utilisateurs. Tu as des outils simples pour faire de l'analytics. C'était compliqué avant d'avoir la data. Maintenant, tu as des outils, parfois un peu chers, mais en tout cas, driver pour les product managers. Donc, c'est quand même, on est assisté, on est entouré de tout cet outillage et c'est quand même assez fabuleux de voir tous ces outils, quoi. Et alors du coup, de tout ce que vous dites, ça a l'air d'être, c'est mieux maintenant qu'avant, disons. Est-ce qu'il y a quand même des choses peut-être qui vous manquent, tu vois? Alors au-delà de ce côté nostalgique voilà, la nostalgie de oui, je faisais des grandes roadmaps. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous pouviez faire? À vous entendre, je me dis peut-être que c'était une époque où si tu étais un bon PM, là tu te démarquais énormément des autres. Peut-être qu'actuellement c'est un peu moins possible. Mais j'adorais le moment où j'étais le mini CEO. Voilà. Donc ça c'était dit. C'est dit, c'était génial. L'équipe de développement développait, et voilà, et le product manager, par son intelligence, bon. Ça c'était vraiment bien. Oui. C'était une très belle époque. Non, mais et après rationnellement, non. Je pense qu'il y avait. Moi, j'aurais pas dit la bonne époque en fait. Je trouve que la bonne époque, comme tu dis, elle est permanente parce que c'est quand même un métier qui se réinvente et se questionne en permanence, quoi. Et c'est, en tout cas, quand on aime être stimulé intellectuellement et on aime apprendre des choses. Après, moi, j'ai je finis, mais j'ai personnellement la terreur d'être dépassé par ce qui arrive, tu vois. À la fois dans l'environnement digital. Largué, quoi. Il est où mon métaverse? Voilà, mes NFT, bon, j'en ai pas encore acheté, donc. Et aussi sur cette littérature finalement qui est tellement foisonnante que parfois on peut se perdre. Et moi, je dis pas lire un article par jour. Il y a un livre qui sortira d'ici quelques mois. Voilà. Non, mais ce qui est important, je pense, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont product managers, moi, je pense que vous faites le métier le plus dur du digital aujourd'hui. Top drop, tout le product manager démissionne demain. Non, mais justement, c'est que en fait, c'est un métier d'abord qu'on beaucoup entre guillemets de fantasmes dessus parce que justement, nous, on vient d'un monde où le product manager était roi. C'est très difficile. Moi, je me souviens chez Enablon, parfois, on voulait parler à des product managers, pas moi, mais et des gens ils disaient ah non, mais je peux pas moi. Pas le temps, tu te rends pas compte. Pas toi. Non, parce que justement, j'ai appris de ça. Si justement tes stakeholders, pour revenir au truc de tout à l'heure, tu leur dis j'ai pas le temps, comment tu vas faire pour comprendre ton environnement? Donc on avait construit, pour moi, ces mini-dictateurs sur leur scope, qui étaient super bien. Tu fais 3 PowerPoint par an, puis c'est 4, c'est super. Non, mais c'est vraiment un métier difficile aujourd'hui, parce que c'est un métier où c'est très très dur quand il y a un succès, de mettre en avant ta part Non, c'est pas toi, c'est l'équipe. Voilà, c'est pas toi, c'est l'équipe. Par contre, c'est sur toi qu'on va venir taper si oui, échec. ça par contre, c'est toi. Oui. Ouais, parce que t'es là. C'est normal, c'est ton job. Non, c'est vrai que c'est un métier difficile. C'est un métier qui est difficile, mais c'est aussi un métier sur lequel, quand on y arrive, peu importe la reconnaissance, on est avec des stakeholders qui voient leur vie ou leur KPI s'améliorer,
on est avec des techs qui comprennent ce qu'ils font, Ouais. qui ont un but, quand c'est bien fait, qui savent où ils vont. Et c'est quand même un métier super, pardon pour mes anglicismes encore une fois, mais rewardant, quoi. Enfin, c'est super gratifiant d'être product manager. C'est très très dur, mais c'est très très gratifiant. On a Nico Necto sur le chat qui vous dit c'est super intéressant ce que vous dites. Pour ma part, j'ai débuté depuis octobre en alternance pour un poste de PM dans une grosse boîte. Est-ce que vous auriez des conseils pour bien débuter et quid des erreurs à surtout éviter, vous qui managez justement un certain nombre de PM? Moi, je dirais, tu ne sais rien. Non, mais c'est vrai. vrai. Mais c'est vrai, tu ne sais rien. Surtout Parce que avec le moi-même, temps, je ne sais pas grand-chose. Et le deuxième truc, c'est... ouais, tu sais. Moi, j'en avais un deuxième, mais du coup, vous m'avez Continuez coupé. toujours sur la Ouais, question. non, ouais, lis, consomme du contenu. Voilà, remets-toi en question. Et oui, et si tu es au service de l'équipe et des utilisateurs. Tu n'es pas au service de toi, tu es voilà, au service de l'équipe. Et pour moi, un bon product people qui se met au service de l'équipe parce que tu dois les empowerer. C'est pas toi qui prends la décision tout seul en vrai. Tu as des idées, c'est cool, tu as fait ton travail, mais tu fais juste ton travail. Donc tu es au service de l'équipe et tu sais pas grand-chose en fait. Et donc va voir les utilisateurs, va voir la data, va parler avec des gens, écoute, lis, apprends. Voilà. Bon chemin. Et c'est vrai que c'est dur et en même temps, moi j'imaginerais pas faire un autre métier et pourtant on bosse et j'imagine tu bosses comme un malade et c'est dur et ils font tous chier en vrai. Mais Ça y est, mais voilà, c'est on a dit. perdu. Mais en même temps, il y a un truc qui est tellement, ça te nourrit tellement. Non, c'est vrai. Bah, écoute, moi, je dirais déjà, les erreurs, il faut les faire. Droit à l'erreur. Ah oui? Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais J'avais est-ce noté ça. que tout le monde a le droit à l'erreur Benoît? Mais en fait, si tu es dans une boîte, on ne te donne pas le droit à l'erreur, il faut que tu partes. Parce que l'attention, pour moi, moi, aujourd'hui, je suis dans une scale-up, donc vraiment une boîte qui est en très très forte croissance. La question, c'est, parfois, en tant que leader produit, t'as la réponse, en fait. Tu sais parce que tu l'as vécu. Ouais. Et d'ailleurs, c'est Rohan Amissa qui l'expliquait très bien chez Midi, c'est que 2-3 fois, des erreurs, tu les sais. C'est bon, quand tu as vu le pattern, tu sais. Et donc la question, c'est est-ce que tu laisses la personne se planter ou pas? Et si tu laisses pas la personne se planter, elle n'apprendra pas. Parce que top-down, tu n'apprends pas. Okay, on dit quoi faire et tu vois pas le piège. Le problème, c'est que tu scaleras jamais si tu fais du top-down et si tu laisses pas les gens se tromper. Parce qu'à un moment, moi, quand j'étais à la tête du produit Deezer, j'avais 25 product managers. Je ne pouvais pas être spécialiste de l'intégration télé ou je sais pas, je me repose sur des gens, c'est à eux de savoir. Tu ne scales pas sinon, une personne se trompe. Le système ne se trompe pas, ou se trompe moins. Et donc, il faut qu'il se trompe. Ça, pour moi, il ne faut pas avoir peur de se planter. Et encore une fois, si c'est dans une entreprise qui n'accorde pas ça, il faut s'en aller. Il y en a plein d'autres des boîtes. Hein. Tout le monde veut des product managers. Tout le monde te cherche. On se passe un petit coup de fil, on s'arrange. Ensuite, je dirais, idéalement, il faut essayer de se trouver un mentor, product manager. Moi, je trouve que c'est une communauté fantastique aujourd'hui. Moi, j'essaie de jamais dire non, quasiment jamais dire non à des sollicitations, à des gens qui me posent des questions sur LinkedIn. On est tous très faciles à trouver. On nous contacte. Des systèmes de mentoring, on se donne 2-3 conseils. Moi, je l'ai fait plein de fois. J'adore ça, je trouve ça super. Il y a plein de gens qui sont prêts à aider les jeunes product managers. Donc, il faut essayer de se trouver un mentor. Suivre quelques personnes clés un petit peu, que ce soit sur Twitter ou LinkedIn, etc. Vraiment, sur Twitter, il y a des gens qui font maintenant des threads très très courts, très. Je peux partager quelques liens s'il faut. Avec plaisir. Mais il y a vraiment des trucs super bien. Moi, par exemple, j'ai une librairie d'articles que j'ai sur Airtable que je peux partager avec qui ça intéresse. On peut partager le lien après si ça intéresse les gens. Et voilà, après, comme dit Renaud, il faut lire, aller dans les meet-up. Aller dans les meet-up, il y a des trucs fantastiques. Moi, c'est là où j'apprends le plus. J'ai beaucoup de product managers qui m'ont demandé d'aller dans les grandes conférences qui coûtent très cher. On en a fait, on a été speaker aussi dans ces conférences-là. C'est bien, mais il faut aller dans les meet-up. Je vais la citer encore, mais il y avait un meet-up sur la growth avec Romaïssa. Si on s'intéresse à la growth, c'était un meet-up exceptionnel. J'ai appris plein de trucs. Et donc, il faut aller dans les meet-up, il faut lire des articles, il faut sortir. Il ne faut absolument pas se penser, pour revenir aussi avec ce que dit Renaud, c'est qu'on a fait 2-3 user stories, on sait.
Je lis un peu ce que tu dis avec finalement le sujet qui est sur l'évolution là, du métier de PM. Toutes les sociétés ne sont pas aussi matures qu'un Mythic, qu'un Ocus, qu'un Deezer, etc. sur l'agilité. Peut-être que la personne qui en parlait dans le chat elle fait partie de ces grands groupes qui sont en transfo où justement tu dis le droit à l'erreur est peu permis, ou en tout cas c'est des erreurs qui ne doivent pas durer trop longtemps. De quelle manière, tu vois, en tant que PM dans ce type de structure, parce que finalement il y a pas mal de PM qui sont dans ce type de structure, peut justement peut-être mettre en place ce qu'il apprendra lors des meet-up, peut aller peut à son échelle tenter des choses, faire des erreurs sans que, j'aime dire, il y a la hiérarchie le voit ou qu'il se bride en fait. De quelle manière est-ce qu'il pourrait se lancer? Il faut pas se brider. Pour moi, il faut se sentir autorisé de le faire. En fait, c'est marrant, c'est que l'année que je travaille, et on se rend compte que on se met beaucoup de barrières en tant qu'individu. Non, mais je suis tellement content. Non, mais on se met beaucoup de barrières. On se dit, ah bah ça, je vais pas le faire parce que peut-être je vais me faire engueuler ou je sais pas quoi. Non, mais en fait, partez du principe que vous savez, les autres en savent encore moins. Donc il faut y aller. En fait, il faut y aller, il faut être audacieux. C'est un métier nouveau. Moi, j'ai quand même l'impression que les boîtes qui sont en transfo digital aujourd'hui, on parle de, je sais pas, banque, etc., elles y vont quand même à vitesse grand V. Ouais. Et ça ne peut pas être mal vu. Et encore une fois, si c'est mal vu, il faut juste partir. Et je vois pas pourquoi ça peut être mal pris. Donc, oser. L'un des moments les plus libérateurs de ma carrière, ça a été en l'occurrence chez Mythic, c'est au moment où j'ai décidé d'arrêter de ne pas dire ce que je pense. Et au moment où j'ai décidé de dire ce que je pense, parfois c'était des conneries, parfois c'était intelligent, mais en tout cas j'avais plus ce poids et ce truc de putain, non mais c'est nul, mais là, je grogne tout seul dans mon coin. Non, tu le dis, moi j'y crois pas. Non mais c'est pas forcément grogner, mais dire ok, explique-moi, j'y crois pas, moi je crois qu'on devrait faire ça, etc. Et je pense que le conseil, c'est dis ce que tu as au fond de ton cœur, et peut-être ça serait une connerie, mais c'est pas très grave, tu vois, on en dit tous. Et le deuxième truc sur essayer, c'est d'essayer et de se planter vite, en fait. La terreur d'un manager, c'est pas tant que tu te plantes. La terreur d'un manager ou d'une structure, c'est tu as investi 6 mois de travail pour un truc où tu te plantes et on perd plein de pognon. Bon, bah, si tu te plantes rapidement sans perdre beaucoup de pognon, bah, c'est pas très grave, tout le monde s'en remet, tu vois. Okay. Voilà. Justement, Nico Necto qui dit c'est un peu ça, il a l'impression d'apprendre en permanence et c'est génial, j'ai une courbe de progression énorme. Merci beaucoup pour la réponse. By the way, j'aime trop mon taf. Bah ouais, et ben on en reparle dans 5 ans, mon pote. Non, mais c'est bien. Il y a un élément que je voudrais souligner parce que ce que tu me dis, ça me fait penser à ça. Il faut savoir que le projet dont on parle chez Enablon, c'est quand même un projet qui a été un échec commercial. Total. Tu as porté 2 ans, j'ai porté 2 ans. Alors j'ai porté avec des équipes, on n'était pas tout seul, mais avec des équipes fantastiques. Mais tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a construit, moi, ça m'a permis de grandir en tant que product manager, après de prendre du management, de devenir directeur produit, etc. Et ça n'a pas été porté à mon discrédit. On m'a pas dit, le projet dont tu t'occupes ne marche pas. Au contraire, ce que la direction d'Enablon a vu à ce moment-là, c'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles technologies, c'est plus d'audace. Et ils se sont dit, en fait, là, ça n'a pas marché, mais et si on mettait ça sur notre cœur produit, qu'est-ce que ça ferait ? Des étincelles. C'est hyper marrant parce que chez Mythic, moi souvent je raconte, à chaque fois que j'ai échoué, j'ai eu une promotion. Et c'est assez vrai en vrai. Chaque fois que j'ai fait le pire fail, j'avais un projet de refondre le desktop. Bon, ça a pris plus de 2 ans et franchement, c'était pas win. Après, un truc basé sur la géoloc, on a rollbacké, échec total. Et à chaque fois, non mais il y a un truc qui est marrant. Alors je sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou alors les gens sont vraiment aveugles, mais. Voilà, donc en tant que product people, on valorise plus, j'ai l'impression, cette capacité à essayer à raconter l'histoire, la démarche, le machin, que le succès, parce que au fond de nous-mêmes, en tout cas les gens produits savent que gagner, c'est rare, en fait. Ça c'est sûr. Et on a quelqu'un qui dit que c'est vraiment une bonne émission. Les 2 messages, là, que vous deux, vous avez vraiment des messages qui sont bien chargés, et c'est vraiment cool. Après ceux qui comprendront. Il y a du love. C'est vraiment cool. Tu parlais, tous les deux, vous parliez de monter en compétence justement en lisant des articles. Du coup, comment est-ce que vous faites pour trouver ce temps-là ? Parce que est-ce que c'est dans votre emploi du temps ? Est-ce que c'est non mais la réalité du product people, je sais pas pour vous, en tout cas ma réalité, mais je crois que c'est la réalité de tout le monde, c'est tu
tu penses quand même assez H24 à ton produit et je sais pas si c'est, ok, on est d'accord. Donc le soir, si t'es fumeur ou non fumeur, on s'en fout, tu regardes la lune et tu as une idée et tu dis ah ouais putain merde, il faut que je la note, bon ok je la note et puis après tu vas te coucher et tu dis ah ouais non mais il y a aussi ça, il faudrait que je regarde ça et puis après tu prends ta douche et tu dis ah ouais mais on va faire chier, putain pourquoi j'ai fait cette feature, c'est nul, il faudrait la revoir comme ça et puis j'aurais dû faire ce meeting et puis et en fait enfin j'ai l'impression en tout cas pour moi et pour les gens autour de moi, il y a une espèce d'obsession produit, il y a un truc qui rentre et tu as besoin d'être dans un moment de décharge et pas dans ton environnement de travail pour avoir les trucs qui pop, les bonnes idées ou en tout cas des instincts. Tu vas après retravailler, tu vas aller backer avec de la data, avec des insights, mais tu as ça. Et donc, non, le temps, enfin moi personnellement, je passe quand même beaucoup de temps de ma journée en réunion à parler avec des gens. Moi, je suis plutôt de type product people politicien qui parle avec les gens, qui essaye de convaincre, qui... Voilà, donc non, tu le lis voilà, le soir avant de te coucher parce que ça, en fait. Et d'une manière générale, les gens les meilleurs dans ce qu'ils font, aiment ce qu'ils font. Aimez ce que vous faites et si vous n'aimez pas, changez de métier. Ben justement, on a condensé l'actualité en fait de toute l'actualité produit de décembre et de novembre pour faire le Rewind produit jingle. Hello la communauté produit. En prévision du réveillon, on vous a prévu un menu gargantuesque. Salade de NFT, gigot de data, métavers à la truffe, French Tech flambé et dessert sauce deepfake. Vous allez vous régaler et à nous les 3 étoiles. Alors le Rewind, saison 2, 3e, action. Cette année, plus que jamais, l'automne semble être la saison pour s'acheter une conduite. On commence par Tinder qui sort 2 nouvelles fonctions anti-harcèlement. D'un côté une option pour signaler plus facilement les contenus offensants et une fonction qui détecte les propos injurieux, met en garde l'expéditeur et lui demande de confirmer l'envoi. Et sans transition, parlons YouTube qui annonce supprimer le compteur de dislikes pour éviter les attaques haineuses envers les créateurs. En oubliant au passage que ce compteur permet aussi aux viewers d'éviter des contenus de piètre qualité. C'est nul ! Méta un jour, méta toujours. Cette fois-ci, c'est le grand ménage d'automne dans les critères de ciblage proposés aux annonceurs. Adieu critères ethniques, religieux, politiques, d'orientation sexuelle, de santé, et on a du mal à les plaindre avec un revenu publicitaire cumulé de plus de 80 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et un petit dernier pour la route, devinez quoi, on parle encore de Meta qui annonce le retrait de la reconnaissance faciale automatique sur les contenus postés. Bémol de taille, le retrait ne concerne que Facebook et l'algorithme, très largement entraîné sur le réseau social avec vos contenus, reste dans l'arsenal de Meta. Tout ça va dans le bon sens et on salue quand même l'effort. Et maintenant, place au mercato de la French Tech. Fiers de nos licornes, on voit malheureusement certaines pépites quitter le giron français. Et oui, c'est la vie. C'est le cas de la plateforme de streaming Molotov qui change de drapeau et devient américaine après son rachat par Fubo TV pour 190 millions de dollars. En guise de pot de départ, un petit cocktail Molotov. Du côté des licornes, Doctolib reste lui bien français et poursuit même sa croissance avec le rachat de son concurrent Doctori.it. Doctolib facilite donc désormais la prise de rendez-vous médicaux de 60 millions d'utilisateurs en Europe. Rien que ça. Et on termine ce tour de la French Tech avec un coup de projecteur sur Lifen, un autre acteur de la santé numérique qui vient de lever 50 millions d'euros. De quoi poursuivre son ambition d'implanter sa solution de gestion de documents médicaux dans plus de 1500 hôpitaux d'ici 2025. Allez, pour Noël, je demande plein de nouvelles licornes françaises en 2022. Et on continue avec une sélection de nouvelles features qui ne laisseront aucun product manager de marbre. On a d'abord remarqué une innovation côté Photoshop qui participe à réduire les vols d'œuvres d'art numériques en créant un certificat NFT. La feature appelée Content Credential permettra de signer digitalement une œuvre en liant l'ID Adobe au crypto-portefeuille de l'artiste. Cette évolution n'empêchera pas définitivement les vols, mais permettra à tout un chacun de vérifier si le NFT vendu n'a pas été volé et que le vendeur est de bonne foi. Il va falloir attendre la fin du mois pour pouvoir utiliser l'option Préparer un NFT en version bêta et vendre vos plus belles créations sur le marché des NFT. Autre feature très intéressante pour les utilisateurs de Tableau, cet outil d'analytique ô combien puissant, mais parfois compliqué à utiliser. On nous annonce enfin l'intégration de Tableau dans Slack. Cette nouvelle feature vous permettra de poser une question concernant vos données directement dans Slack. Plus besoin de fouiller dans Tableau et de changer d'outil, Slack centralise les interactions et donne la possibilité à tous les membres d'une organisation de plonger dans le monde féerique de la donnée. L'équipe du Rewind n'a pas eu l'occasion de tester cette belle feature, mais aucun doute sur sa valeur ajoutée. Comme si le monde réel ne suffisait plus, chaque jour voit de nouvelles annonces sur le métavers. Niantic, créateur du jeu Pokémon Go, mise plus que jamais sur la réalité augmentée avec le lancement de Lightship, sa plateforme de développement. La promesse, mettre à disposition sa technologie de cartographie en temps réel pour créer un métavers fait de nouvelles expériences ancrées dans le monde réel.
À l'autre bout du monde, la municipalité de Séoul a annoncé son intention de rendre accessibles plusieurs services municipaux dans un environnement en réalité virtuelle. Ce projet devrait être totalement opérationnel en 2026 et nécessitera de s'équiper d'un casque VR. Vous l'aurez compris, un rewind ne serait pas un rewind sans son instant Black Mirror. Petit détour par les moteurs de recherche. Internet, c'est l'accès à la connaissance, mais nous n'avons pas tous les mêmes résultats. Ah bon? Eh oui, c'est en effet ce qu'ont voulu prouver 2 chercheurs avec leur prototype Search Atlas. Cet outil permet de comparer les résultats d'une même recherche dans différents pays. Par exemple, si vous cherchez Dieu, vous aurez des images de Jésus en Bulgarie, des images d'Allah en Azerbaïdjan et des images de Bouddha en Mongolie. Ces différences me fascinent et me terrifient, pas vous? Et on termine avec une information what the fuck. Qui n'a jamais utilisé les filtres mobiles afin de mettre sa tête à la place de celle d'une célébrité? Cette manipulation vidéo s'appelle le deepfake et jusqu'à présent on l'utilisait sur les visages. Mais Nakamoto, un japonais, a eu une toute autre idée. Grâce à un logiciel de deepfake, l'homme a ainsi manipulé des vidéos pornographiques afin d'enlever le floutage de certaines zones, permettant ainsi de contourner la censure au Japon. Alors le deepfake entre manipulation des esprits et arme anti-censure, vous avez 4 heures. C'était le dernier Rewind de 2021. L'équipe reste bien évidemment à l'écoute de tous vos retours. Un petit conseil, avec la pénurie de semi-conducteurs, prévoyez vos cadeaux de Noël dès maintenant. Pendant ce temps-là, promis, on s'occupe de la veille et on se donne rendez-vous le 5 janvier prochain. Jess, Chloé, Nico, Quentin et François se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et enfin, stay tuned. Marcel. Du coup, on va rebondir juste après sur les rewinds parce qu'en fait, on a une petite question de Ayam Agile. J'ai vu que tu avais posé 2 petites questions et donc tu demandes que faire si le fait de dire ce qu'on pense respectueusement, mais juste l'idée, que ce soit opposé aux idées des stakeholders, ça les frustre et que ça crée des tensions. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là en fait quand on dit quelque chose qui va contre l'idée de son stakeholder ou de son N+1 ou de son quelqu'un qui est plus important potentiellement? Alors, moi, je prends toujours énormément de formes et je mets des formes. Quand tu dis ah, c'est marrant parce que moi, j'aurais imaginé que. Voilà, toi, tu dis ton point de vue. Au moins, tu l'as dit. Mais là, personne n'est vexé quand je dis ah, ok, c'est intéressant ce que vous dites. Moi, j'aurais plutôt imaginé ça parce que j'ai vu ça ou alors parce que j'ai telle data ou parce qu'on a parlé à tel utilisateur. Bon, voilà, et puis on passe à la suite. Et puis la graine, elle commencerait à être plantée. Je crois vraiment qu'on peut tout dire à partir du moment où on se protège et on parle de soi en fait. Si on assène une vérité en disant non c'est ça, c'est sûr, personne n'est content de l'entendre. Si on parle de soi, de ses émotions, de ce qu'on pense, personne ne va remettre en question ce que tu penses, si tu as le droit. Non, effectivement, de toute façon, il faut toujours dire ce qu'on pense. Le métier de product manager, c'est un métier de compromis. Donc, on est obligé de faire des compromis, notamment quand on travaille avec des ingénieurs, parce que c'est eux qui codent. Donc, forcer un ingénieur à coder quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, c'est pas forcément une bonne idée. Mais en revanche, le nombre de fois où je suis tombé dans ces discussions, il suffit qu'il y ait quelqu'un, et ça doit être le product manager, qui arrive en disant mais alors toi tu penses ça, et moi je pense ça, mais en fait on s'en fout de ce qu'on pense. C'est quoi la data? Ouais, d'accord. C'est quoi qu'est-ce qu'ils disent les utilisateurs? Donne-moi des infos. Et quand le product manager arrive dans cette discussion et dit écoute, j'aime bien ton point de vue, super, mais moi je suis pas d'accord, et regarde les interviews utilisateurs qu'on a fait ou regarde la data, c'est là où tu deviens pertinent. Et c'est aussi là où tu gagnes tes galons avec tes stakeholders. Parce que tu arrives, tu dois être complètement en maîtrise de ton scope sur l'aspect utilisateur et sur l'aspect data. Mais en maîtrise complète, on ne doit pas pouvoir te prendre à défaut. Et donc, si tu as ça, la discussion, elle n'aura même pas lieu d'être. Et le dernier point, c'est que tu restes toujours sur les problèmes en tant que product manager. Parce que c'est très, très dur d'être en désaccord avec un problème. C'est très facile d'être en désaccord avec une solution. Donc, à partir du moment où tu dis, attendez, on est tous d'accord sur le problème, tu reposes au truc, on est tous d'accord avec le problème, voilà l'impact qu'on veut avoir. Je reviens. Dans quelques semaines, j'aurai résolu le problème. Fais-moi confiance. Normalement, ça doit marcher. Benoît, je crois que justement par rapport au fait de lire des articles, de s'informer, tu parles de routine. Vas-y, je vais rebondir. Est-ce que c'est quelque chose que j'essaye de pousser avec mes product managers, c'est que de mon point de vue, un product manager doit avoir une daily routine, donc une routine tous les jours, idéalement le matin. Moi j'essaie de m'astreindre, et on discutait aussi avec Renaud, c'est vrai qu'on n'est pas des machines, donc j'essaye de lire un article par jour ou un thread Twitter par jour. J'y arrive pas toujours.
Et surtout, après, j'essaye d'essaimer ça auprès de mes product managers ou mes stakeholders pour qu'eux aussi puissent apprendre. Dans cette routine, pour moi, il y a apprendre soi. Parce que ce qu'on a envie fondamentalement, c'est qu'on travaille avec des meilleurs product managers demain. Et ça, c'est des product managers qui se forment, qui s'intéressent à leur métier, pas que à leurs produits. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la data. Quand on est en charge d'un produit, on a un scope data normalement. Si vous n'en avez pas, il y a un problème. On a un scope data, on regarde tous les matins cette data. Ça doit être une obsession. Ma performance, elle est montée ou elle est descendue? Où est-ce que j'en suis sur ma data? J'en reviens à la discussion de tout à l'heure. Pour être un spécialiste, il faut savoir tous les jours où est-ce qu'on en est. Et le dernier point, c'est qu'est-ce que disent mes utilisateurs? Donc, par exemple, quand on travaille chez Mythic ou chez Deezer, tous les jours, on a des revues sur les stores. Qu'est-ce que disent les gens? C'est le premier rempart sur j'ai peut-être un bug sur ma feature. Ou alors, ça ne plaît pas. Et c'est des choses qu'on doit faire tous les matins. Ça se traîne. Et c'est comme ça aussi qu'on construit cette position de leader des équipes et qu'on emmène ces ingénieurs et que nos parties prenantes, nos stakeholders, comprennent ce qu'on fait, comprennent qu'on est un expert, c'est cultiver son expertise pour qu'à un moment, les gens disent bon, bah, on a ce problème-là, on lui fait confiance. L'évolution du PM, tu parlais de PM 1.0, 2.0, là on arrive au 3.0. C'est les nouvelles versions qui sortent du métier de PM. Et on va finir avec jeu. Il y en a certains qui aiment les jeux. Un peu trop. Un peu trop. Attends, je peux faire une aparté sur... Vas-y. Moi, je veux Il veut pas jouer, il micro. veut plus jouer. Non, j'ai peur de perdre et je suis un très mauvais perdant. Non, mais il y a aussi un truc qui est, on a donné beaucoup de conseils, il faudrait faire ça, et plein de prescriptions, voilà, pour être... Bon, fondamentalement, on est quand même tous imparfaits, et un article par jour, ouais, on peut essayer. Moi, j'en lis pas un par jour, hein. Je regarde pas ma data tous les jours. Pas un trop mauvais, je pense, Product People, mais voilà, il y a aussi un truc de, voilà, faites comme vous pouvez, quoi. Juste kiffer, déjà kiffer, apprenez, voilà. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et sur ce, on va lancer justement l'Happy Hour jingle. Et c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est la magie Il y a du eu double direct, il y a jingle. des petites choses qui se passent. Aujourd'hui, on va parler de tout le monde veut prendre sa place. Petit jeu que vous connaissez peut-être. Tu es Nagui. Donc Je suis Nagui, Voilà. exactement. Donc il ne va pas y avoir 3 manches, il ne va pas y avoir 2 manches, il va y avoir qu'une seule manche parce qu'on va commencer à dépasser. Oups. Et donc, oui, le temps file. Vous avez, vous ne le savez pas, mais en fait, les personnes dans le chat vous ont attribué un thème. Il y avait 3 thèmes, il y avait geek, les acronymes et les animaux, plutôt mignons. Du coup, Renaud, Prêt à gagner. Allez, tu as le c'est thème parti. geek. Ouais, super. Benoît, tu as le thème acronyme. Oh là là. Et Louis, tu as les thèmes. Ça va très mal finir. Ça va très très mal finir. Et donc, je vais vous poser des questions à choix, multiples. On peut répondre aux questions des autres? Non, non. Non, tu réponds qu'à tes- Tu réponds que à tes questions. Donc Mais- toi, tu vas avoir des questions de culture geek. Soit ça va être duo, carré ou cash. C'est toi qui vas te demander. En Oh là fait. là, il y a Soit tu as 2 réponses avec duo, et donc tu as le choix que entre deux réponses. Soit carré, tu en as 4 de réponses possibles. Soit tu as cash, et là c'est que tu es déterminé et tu sais exactement la réponse directement à la question. Aïe aïe aïe. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on va essayer. C'est pas Ok, grave. ce n'est pas grave. Donc sur la culture geek, je vais te poser une première question, Renaud. Oui, pardon. Gandalf, quel est le mot elfique pour mon ami? Enfin, Oh, ami. Facile. Donc, est-ce que tu veux répondre? Est-ce que tu veux duo et du coup avoir 2 réponses possibles? Oh, on va prendre le duo direct, ouais. Ok, Moi, je donc suis pas c'est très pour 1 cash. point par contre, donc tu as moins de points que Oui, si bah tu oui, fais c'est carré normal. ou cash. J'ai bien compris, ouais. Ok. Ah ouais, mais Duo, en même temps, c'était- le flic, mec. Melon ou marron? Melon, direct. Et c'est une très bonne réponse. Bravo. 1 point pour Nicolas Chazal. Je connais. J'ai lu Tolkien en version originale elfique, donc. c'est Évidemment. Ok. Combien y a-t-il d'épisodes de la série Goldorak? Duo, carré ou cash? bon. Carré. Carré. Du coup, 54, 64, 74 ou 84? Quelle est ta réponse, monsieur Renaud?
Tic-tac. Donc il y a 6 saisons de 9 épisodes. Non, de plus. N'importe Non. Aucune idée. Vas-y, redis. Le... 54, 64, 74, 84. 64. 64. C'est Et la c'est bonne réponse. une très mauvaise réponse. Très bien. On peut l'applaudir. Oh là, C'était merci. 74. Un point. Merci. Donc Dans toujours un point. Non, mais dans le chat, il y a des gens qui savent. Parce que... Mais c'est Mais, de- c'est- tout le monde le sait. mais c'est tout le monde le sait. Ah, ok, bien c'est sûr. c'est des éléments de culture, bien sûr. Exactement. Du coup, troisième question et dernière question là-dessus. Quel est le prénom des 4 sœurs Halliwell dans Charmed? Duo, carré ou cache? Attends, me dis pas que Alissa Milano. Ça, c'est ça. Ah, ouais, Ah. par Alissa Milano. Est-ce que tu connais le nom duo, carré ou cache des 4 sœurs Halliwell dans Charmed? Duo. Carré. Carré, Go ok. carré. Voilà. Donc, Histoire dans d'avoir carré. 16 propositions. C'est C'est 22 ça. minutes pour... Alors, Phoebe, Prue, Penny, Paige. Phoebe, Prue, Piper, Paige. Ok, c'est la deuxième. C'est bon. Je continue ou pas? Tu peux, mais mon choix est fait. Patricia, Penny, Non. Prue, Piper. Phoebe, Piper, Paige, Billy. Non, c'est la deuxième réponse. C'est une excellente C'est réponse fort. et Bravo, tu as quand 2 même. points. Bravo, Bravo. bravo, Donc tu t'en bravo, sors avec bravo. 3 points. Eh oui. Bravo. Ouais, ouais, belle perte. Pas mal, pas mal. Les acronymes, J'aurais fait moins. pour Monsieur Ouais. Benoît. Première question. Que signifie l'acronyme MVP? Duo, carré ou cash? Cash. Oui. Minimal Valuable Product. C'est une mauvaise réponse. Mais oui. C'est viable product. Qu'est-ce que j'ai dit? Valuable product. Eh ouais, putain, mais la catastrophe. C'est Aïe, aïe, la aïe, 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 catastrophe. aïe, aïe, aïe. Ah là là, Benoît. C'est la pression. C'est la Il pression. y en a C'est qui la ne peuvent pression. pas perdre. Pas du tout. Les Je- questions, La rage revient. Juste, les questions ont l'air vraiment plus simples quand même. Je demanderai à vérifier parce que je suis à peu près sûr qu'il y a plusieurs définitions. Ah, et voilà, il essaye c'est- déjà de Ah, truander. alors, c'est terrible. Benoît le truand, on va l'appeler. Ça peut peut-être dire Marcel Venturino. Produit. Exactement. Marcel Venturino produit. Ça sera un bon nom de boîte. Monte ta structure. Oui. Le spin-off. 2. Que signifie l'acronyme CPO? Duo, carré ou cash? Non mais Bah, franchement, et il y en a plusieurs. Ouais, voilà, plante-toi, écoute. Alors, Cash. Oui. Chief. Product. Officer. c'est une excellente réponse. Oh, Il ouais, a déjà c'est 5 bon. points. Déjà, Renaud, Non, t'es- mais Ça y est. J'avoue que. Et troisième et dernière question pour Monsieur Benoît. Que signifie l'acronyme JPP? Oh, moi je l'ai en cash direct. Je n'ai même pas les réponses. Ça, Mais ça on va être- connaît. Mais moi je la connais. Duo, carré ou cash? Dio. Duo, ok. Ça va être marrant. Jean-Pierre Papin. Merci. Ou j'en peux plus. Un peu plus. C'est Non, mais. une excellente réponse. Les deux étaient Les- acceptés. les- Je pense que t'avais pas trop de risques. Donc C'était- tu t'en sors avec 6 points. Eh oui. Mon dieu. On peut Bravo, parler des on peut gens. l'applaudir. Ouais, on peut l'applaudir, Ouais, super. Alors, on peut parler des gens qui ont fait le questionnaire geek. Parce que c'est qui? Il est Je où? crois qu'il y a des Elle est où personnes. Il y a une personne en face de toi. Ok, voilà. très bien. Donc, Bon, tu bah, peux ouais, la- ça, tu du peux- coup. voilà. Très bien. Si un jour elle passe des entretiens chez Mythique, tu sauras qui c'est. Oui. Et les animaux pour Louis. Mon dieu. Alors, sur quelle île vivait le dodo, oiseau disparu? Non, tellement Duo, facile. carré ou cash? Je pense que c'est un cash. C'était bah, sur l'île Maurice. C'est une excellente réponse. Voilà, 5 points pour Maurice. Monsieur Louis. Voilà. C'est très facile, il le savait pas en fait. Oh. Non, mais il fait. Deuxième question. Quel poisson peut être violent s'il vit avec d'autres poissons? Duo, carré ou cash? Eh ben, le poisson. Est-ce duo, carré ou cash? Ah oui, pardon, c'est vrai, bah tiens, le cash. Non, carré. Non, il n'y a pas de. On revient Carré. maintenant, Ok, c'est bah, cash. cash. Non, tu as dit cash. Non, Bah, c'est quoi? le poisson guerrier. C'est très faux. C'est le poisson combattant. C'est vrai Ah, ouais. Ah, j'ai eu un. Et une petite illumination. troisième question. Allez, dernière question. À quelle famille d'animaux appartient le cloporte? Duo, carré ou cash? Enfin, cash aux insectes. C'est. Un peu vrai. C'est un crustacé. Eh ben, qu'est-ce qu'on apprend des choses on Avec apprend. le Kibo C'est Quiz de fort. l'Afterproduit. Waouh, Et donc, waouh. Louis a 5 points. Donc, Benoît, félicitations. Ah ouais, là. Tu as gagné. Pour cela, hop, je pars. On me voit plus. Qu'est-ce qui se passe?
gagner quelque chose d'exceptionnel. Tu gagnes quelque des chose, goodies. monsieur Benoît, parce que tu as gagné. C'est Félicitations. gentil. Mais toi aussi, Renaud, tu T'as as un peu gagné quand même. Un peu gagné dans notre cœur. Parce qu'on aime même les perdants. Voilà. On aime même les perdants parce qu'on aime les losers. Voilà. Et parce qu'il faut vivre l'échec. Et plus sérieusement, on t'a trollé un petit peu Renaud sur les questions. Voilà. Et ils ont trafiqué un petit peu le chat pour que tu tombes sur ces. Ah bah ça c'est marrant, c'est étonnant. Parce que tu avais un petit peu tout défoncé en fait lors de l'after produit, le choc des titans. Voilà, c'est Fallait gentil. remettre ton titre en jeu. Et on arrive sur la fin, tout simplement, de cette émission. Merci messieurs. Merci à vous. J'espère que vous avez apprécié. C'était Merci. cool. Très bon. Ouais, c'était super. Merci de faire ça pour la communauté aussi. Plein de gens comme vous, donc merci. Pourquoi tu ouvres le 19 t'es en product manager, toi? C'est le premier que j'ai vu comme un débile. J'ai pas réfléchi. En Il a fait, pas compris que ça j'ai pas avait compris le avant. concept. Bon bah désolé. Bah super, merci à tous et également à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Si vous étiez stakeholder, on espère que vous avez appris plein de choses. Si vous étiez product manager, CPO, head of et autres personnes du produit ou pas du tout du produit, j'espère que vous avez apprécié l'émission. On remercie aussi Scrib, notre partenaire, Ouais. notre premier partenaire, donc merci infiniment Scrib. Et on vous remercie encore infiniment, Plaisir. Benoît, Renaud, d'avoir participé, d'avoir pris du temps aussi pour partager avec les product managers et avec tous ceux qui nous ont. Avec grand plaisir. Ouais, c'était super. Génial. Merci beaucoup à tous et du coup on se voit le mois prochain. On se voit le mois prochain, donc l'année prochaine, même. Mon Dieu. Exactement. Et on va On ne faire fera pas la blague. On fera pas la blague. Non. Mais on se retrouve donc le 5 janvier à 19h sur la même chaîne, League of Weevoo, tout simplement. À l'année prochaine. Allez, à l'année prochaine. Et Voilà. Joyeux Noël et fêtez bien, profitez bien. Ciao Salut tout le monde. Bye.